Elle signa le divorce en silence et son père milliardaire changea tout. « Signe ici, Capucine, ou je te jure que je te rendrai la vie si difficile qu'il ne te restera même pas la robe que tu portes. » Alexandre Chevalier dit cela à voix basse, avec le calme de l'homme qui n'a jamais eu besoin de crier parce que l'argent crie pour lui. Il le dit en se penchant à peine sur la table, en acajou poli du tribunal des affaires familiales le plus exclusif d'Écully, ajustant ses boutons de manchette en or comme si ce qu'il venait de prononcer était une courtoisie, non une menace. Et il sourit. Ce sourire à lui que Capucine avait appris à détester avec une précision chirurgicale pendant 8 ans de mariage. Elle ne le regarda pas, elle prit la plume. Un stylo plume noire que l'avocat d'Alexandre avait stratégiquement placé devant elle, comme si même ce petit geste faisait partie du spectacle. Et elle commença à lire le document avec une lenteur qui fit serrer la mâchoire de l'homme, qui lui avait autrefois juré un amour éternel, devant 200 invités à la cathédrale Saint-Jean. Le 4e tribunal des affaires familiales du district judiciaire d'Écully était, contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un bâtiment gouvernemental, un lieu de marbre travertin, de hauts plafonds et de lumière naturelle, qui entrait obliquement et doré par des fenêtres de 2 mètres. C'était le genre de tribunal où les riches divorçaient sans être obligés de partager une salle d'attente avec le monde ordinaire. Alexandre l'avait choisi lui-même, comme il choisissait tout. Assise devant les pages à en-tête, Capucine Lambert de Chevalier, ainsi disaient encore les documents, ce nom de famille emprunté qui disparaîtrait bientôt de son nom comme une tache qui finit par céder au savon. Elle paraissait extraordinairement sereine pour une femme sur le point de signer la fin de sa vie telle qu'elle l'avait connue. Elle portait une robe tailleur crème, simple, sans fioritures, les cheveux attachés, sans bijoux, à l'exception de petites boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère. Elle ne s'était pas trop maquillée. Elle avait choisi chaque détail de cette tenue avec la même délibération qu'un général choisit le terrain de bataille. Elle voulait paraître sereine. Elle voulait que lorsqu'Alexandre la regarderait, il ne trouve rien qu'il puisse interpréter comme une défaite. À sa droite se trouvait Maître Duval, son avocate, une petite femme aux cheveux noirs et aux yeux qui ne clignaient pas assez et qui avait passé les 3 dernières semaines à la préparer à ce moment avec un mélange de froideur professionnelle et de compassion contenue que Capucine avait apprécié plus qu'elle ne pourrait l'exprimer. « Ce sont 6 pages », murmura Maître Duval à l'oreille de Capucine. « Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin. »« Je sais lire », répondit Capucine, également à voix très basse. De l'autre côté de la longue table, Alexandre Chevalier attendait avec la posture de celui qui est habitué à ce que les autres l'attendent. 49 ans, cheveux poivre et sel, coiffé en arrière avec un gel très discret, costume noir sur mesure qui devait coûter ce qu'un employé de son entreprise gagnait en 6 mois. Il restait un homme séduisant, de cette manière qu'ont certains hommes puissants, dont l'attrait ne vient pas du physique, mais de la certitude absolue avec laquelle ils évoluent dans le monde. C'était le genre d'homme qui ne demande jamais la permission d'entrer quelque part, qui arrive toujours à l'heure parce que c'est lui qui gère le temps, que quand il parle, les gens écoutent même s'ils ne le veulent pas. 8 ans auparavant, Capucine avait cru que cette assurance était de la force. Il lui fallut exactement 2 ans pour comprendre que c'était tout autre chose. À ses côtés se trouvait Maître Laurent Mercier, le meilleur avocat matrimonialiste d'Auvergne-Rhône-Alpes, cravate bordeaux et montre à 50 000 €, qui avait structuré l'accord de divorce avec la précision d'un boucher expert. Capucine se verrait attribuer l'appartement de la Croix-Rousse, pas la maison d'Écully, pas la maison de la Côte d'Azur, pas le chalet du lac d'Annecy, et une pension mensuelle pendant 3 ans qui, bien que généreuse en termes absolus, représentait moins de 1% de la valeur du patrimoine consolidé des Chevaliers. Capucine avait tout révisé avec Maître Duval. Elle savait exactement ce qui lui revenait et ce qui ne lui revenait pas. Et elle avait pris une décision que son avocate ne comprenait pas tout à fait, qui l'avait fait froncer les sourcils et demander 2 fois si elle était sûre. « Pourquoi ne nous battons-nous pas davantage ?» lui avait demandé Maître Duval lors de leur dernière réunion privée. « Avec ce que nous avons, nous pourrions demander au moins 40% du patrimoine conjugal. Il y a des précédents. Je ne veux rien de lui, » avait répondu Capucine. « Je veux juste sortir. » Et maintenant elle était là, lisant les 6 pages calmement, sans hâte, pendant qu'Alexandre regardait sa montre pour la 3e fois, en 10 minutes. Et Maître Laurent Mercier griffonnait quelque chose dans son carnet, avec l'expression ennuyée de quelqu'un qui préférait être ailleurs. Capucine arriva à la 4e clause, la lut 2 fois, puis ferma les yeux 1 seconde, une seule, et les rouvrit. « Une question ?» demanda Maître Laurent Mercier, avec cette condescendance à peine dissimulée qu'il avait perfectionnée au cours de décennies passées à traiter avec des femmes qu'il considérait, au fond, comme des personnages secondaires dans les drames de ses clients masculins. « Aucune », dit Capucine. Elle décapuchonna le stylo et signa. Ce ne fut pas un geste dramatique. Il n'y eut pas de tremblement dans la main,
Pas de pause contemplative, pas un dernier long regard à son bientôt ex-mari. Elle signa avec la même efficacité que l'on signe un accusé de réception de colis, page par page, à chaque endroit indiqué, sans en sauter aucun, sans se tromper sur aucun. Quand elle eut fini, elle posa doucement le stylo sur la table et croisa les mains sur ses genoux. « C'est fait », dit-elle. Alexandre l'observa un instant avec quelque chose que Capucine ne sut pas entièrement déchiffrer. Ce n'était pas exactement du triomphe. C'était quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui ressemblait à l'irritation que ressent un homme lorsqu'il gagne trop facilement et soupçonne que le jeu n'était peu, être pas ce qu'il croyait. « Quelle efficacité !» dit-il finalement avec ce demi-sourire. « J'ai appris des meilleurs », répondit Capucine. Elle se leva, prit son sac, un petit sac en cuir marron, sans marque visible, sans prétention, et attendit que Maître Duval ramasse ses documents. Le greffier du tribunal ramassa les papiers signés. Le juge, un homme à la moustache grise qui avait présidé l'audience, avec la même expression neutre que s'il avait présidé la révision d'un contrat de location, fit une annotation dans son dossier. « Le lien matrimonial est dissous », dit le juge sans inflexion particulière. La séance est levée. Capucine acquiesça comme si elle venait d'entendre les prévisions météorologiques. Elle marcha vers la porte sans regarder en arrière. Ce fut Alexandre qui parla le premier alors qu'elle avait déjà la main sur l'encadrement de la porte en bois sombre et vert dépoli. Il le dit sans se lever, sans élever la voix, avec cette aisance de celui qui sait qu'il peut se permettre la cruauté, car personne dans cette salle ne le questionnera. « Écoute, Capucine. » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « J'ai toujours su que tu n'étais personne, » dit-il. « Juste un joli visage qui a eu la chance que je la remarque. J'espère que l'appartement de la Croix-Rousse te suffira pour vivre, car sans mon nom de famille, tu n'es absolument rien dans cette ville. » Le silence qui suivit dura exactement 4 secondes. Capucine les compta, puis poussa la porte et sortit. Dehors, dans le couloir de marbre qui sentait le pain et les vieux documents, Maître Duval la rattrapa, ses talons claquant sur le sol poli. « Ça va ?» lui demanda-t-elle à voix basse avec la discrétion de celle qui sait que dans ces couloirs, les murs entendent parfaitement. « Ça va », dit Capucine. Et c'était vrai ou quelque chose de très proche de la vérité, car ce qu'elle ressentait à ce moment-là n'était pas exactement de la douleur, ni du soulagement non plus. C'était quelque chose de plus proche du silence qui suit une longue tempête. Ce silence humide et propre qui annonce que le pire est passé et que ce qui viendra ensuite, quoi que ce soit, sera au moins différent. Elles sortirent par la porte principale du tribunal, vers une après-midi d'octobre qui sentait la terre mouillée. Le ciel au-dessus de Lyon était de ce gris argenté qu'ont les ciels de montagne avant la pluie, avec les Alpes se profilant en arrière-plan comme un rappel permanent que certaines choses ne bougent pas, ne changent pas, restent là, quoi que les êtres humains fassent de leur mariage, de leurs papiers signés et de leur cœur brisé. Capucine respira l'air froid, ferma les yeux un instant. Quelque part dans cette ville, dans une clinique privée qui sentait les lits blancs et le silence coûteux, un homme de 81 ans regardait par la fenêtre de sa chambre. Un homme qui n'avait pas parlé à sa fille depuis 8 ans. Un homme dont le nom, s'il était prononcé à voix haute dans n'importe quelle salle de réunion de Lyon, ferait que les gens se lèveraient sans même savoir exactement pourquoi. Un homme qui, ce matin-là, avait demandé à son assistant personnel de trouver l'adresse de Capucine Lambert, sa fille, la seule personne au monde à qui il devait encore quelque chose. Capucine ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de le découvrir, la vérité cachée. Il y a des secrets que l'on garde par orgueil, il y en a d'autres que l'on garde par amour, et il y en a, les plus dangereux, les plus lourds, ceux qui font le plus mal lorsqu'ils finissent par éclater au grand jour, qui sont gardés pour les deux raisons à la fois, enchevêtrés les unes dans les autres comme des racines. Sous terre, impossible à séparer sans détruire tout le reste. Le secret de Capucine Lambert était de ce troisième type. Personne dans la vie d'Alexandre Chevalier, ni sa mère, Madame Éléonore, qui avait traité Capucine avec la courtoisie froide que l'on accorde à un meuble qui ne convint pas tout à fait dans le salon. Ni son frère Sébastien, qui la regardait avec ce mélange de mépris et de désir qu'ont certains hommes qui n'ont jamais appris à respecter ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ni ses partenaires de bridge, ni ses amis du club, ni son avocat matrimonialiste à la cravate bordeaux. Personne ne savait qui était vraiment la femme qu'Alexandre avait épousée un après-midi de mai, il y a 8 ans. Personne ne savait que Capucine n'avait pas le nom de famille Lambert parce qu'elle était la fille d'une famille quelconque. Elle l'avait parce qu'elle était la fille de Monsieur Honoré Lefebvre. Le Monsieur Honoré Lefebvre, l'homme qui avait bâti de zéro le groupe Lefebvre, un conglomérat de 43 entreprises réparties dans les secteurs de la fabrication d'acier, de la logistique nationale, de l'énergie solaire et de l'immobilier industriel qui, ensemble, totalisaient un patrimoine estimé avec discrétion parce que M. Honoré préférait que ces chiffres ne circulent pas. Trop, à environ 4 milliards d'euros,
4 milliards. Le genre de nombre qui ne rentre pas facilement dans la tête et qui, quand il y rentre, réorganise complètement la façon dont on regarde les gens qui nous entourent. Monsieur Honoré Lefebvre était né à Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, fils d'un mécanicien de camion et d'une institutrice. À 16 ans, il avait commencé à vendre des pièces détachées d'occasion au marché municipal. À 23 ans, il avait sa première entreprise de distribution. À 31 ans, sa première usine de fabrication. Le reste était l'histoire que les livres de commerce racontaient avec cette fascination révérencieuse que le monde accorde aux hommes qui accumulent d'énormes fortunes à partir de rien. Comme si le néant était une vertu, et non simplement le point de départ de nombreuses histoires qui se terminent de manière très différente. Ce que les livres de commerce ne racontaient pas, c'était ce qui s'était passé entre Monsieur Honoré et sa fille unique. Capucine avait 25 ans lorsqu'elle rencontra Alexandre Chevalier lors d'un dîner de gala à l'hôtel Bellecour. Elle était là, représentant son père à un événement de la Chambre de commerce et d'industrie auquel Monsieur Honoré n'avait pu assister en raison d'un voyage d'affaires à Tokyo. Alexandre était là parce qu'Alexandre était toujours aux bons endroits, aux bonnes heures. C'était l'un de ses talents les plus cultivés. Il la vit entrer, la suivit des yeux pendant tout le dîner. À la fin de la soirée, il lui demanda son numéro. Ce qu'Alexandre ne savait pas et Capucine ne lui dit pas, ni cette nuit-là, ni les suivantes, ni pendant les 6 mois de cours qui suivirent, c'est que la femme élégante en robe bleu marine, qui lui avait donné son numéro sur un rond de serviette en lin blanc, était l'héritière directe de l'une des plus grandes fortunes du nord-est du pays. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit? C'était une question que Capucine s'était posée de nombreuses fois au fil des ans, surtout dans les moments les plus sombres du mariage, quand elle se demandait ce qui aurait changé et ce qui serait resté pareil si, dès le début, Alexandre avait su toute la vérité. La réponse honnête était compliquée. En partie, c'était de la prudence. Capucine avait grandi en voyant comment le nom de son père fonctionnait comme un aimant qui attirait le mauvais type d'attention. Des hommes qui voulaient être près d'elle, non pour qui elle était, mais pour ce qu'elle représentait. Des femmes qui cultivaient son amitié, comme si c'était un investissement stratégique. Elle avait appris à se déplacer avec discrétion, à utiliser le nom de famille de sa mère lorsqu'elle se présentait dans des contextes où elle ne voulait pas être reconnue, à mesurer soigneusement à qui elle révélait l'étendue complète de son histoire. Mais il y avait une autre raison, une qui lui était plus difficile d'admettre même à elle-même, au moment où elle rencontra Alexandre. Capucine n'avait plus parlé à son père depuis presque 2 ans. La rupture avait été brutale à la manière calme et définitive dont les choses se brisent entre des personnes très orgueilleuses, sans cris, sans scandale, sans larmes visibles. Capucine avait 22 ans lorsqu'elle dit à Monsieur Honoré qu'elle voulait étudier le design textile au lieu de l'administration des affaires. Monsieur Honoré avait 74 ans, une entreprise à construire et une vision de l'avenir qui n'incluait pas que sa fille unique parte à Paris pour apprendre à faire des tissus. « Tu étudies ce que je dis ou tu te débrouilles toute seule ?» lui avait dit Monsieur Honoré avec cette voix qui sonnait comme du béton. « Alors je me débrouille toute seule » avait répondu Capucine. Et elle partit. Elle n'alla pas à Paris finalement. Elle resta à Lyon. Elle trouva un emploi d'assistante dans une entreprise de décoration d'intérieur. Elle se paya un petit appartement à la Presqu'île et vécut 3 ans d'une indépendance économique étroite et compliquée et qui, rétrospectivement, furent être les 3 années les plus libres de sa vie. Quand elle rencontra Alexandre, elle était dans cette période. C'était une femme avec son propre argent, mais le sien, son propre appartement, son propre nom, désolidarisée du poids du nom de famille paternel. C'était Capucine Lambert, designer junior dans une entreprise moyenne, et cela lui plaisait, elle aimait être cela. Alexandre la courtisa avec une intensité qui lui parut alors romantique et qu'elle apprendrait des années plus tard à reconnaître comme le résultat d'un calcul très précis. Il la combla d'attention, de dîners, de courts voyages à Paris et à Annecy, de la sensation chaleureuse et addictive d'être vue, d'être importante, d'être le centre de l'attention d'un homme séduisant et réussi qui semblait réellement fasciné par elle. Au bout de 6 mois, il la demanda en mariage sur la terrasse d'un restaurant avec vue sur les Alpes. Capucine dit oui. Ce fut alors qu'elle dut parler à son père. La conversation fut courte et douloureuse. Monsieur Honoré n'approuvait pas Alexandre, non pas parce qu'il savait quelque chose de spécifique contre lui, mais parce que Monsieur Honoré n'approuvait rien qu'il n'ait pas décidé lui-même en premier. Il considérait que sa fille se mariait trop vite avec un homme qu'elle connaissait à peine et qu'elle prenait une décision de cette ampleur par émotion et non par raison. « Si tu épouses cet homme, ne compte pas sur moi », lui dit Monsieur Honoré. « Je ne compte plus sur toi depuis 3 ans, papa », répondit Capucine. « Ça ne change rien. » Elle commit l'erreur de le croire. Le mariage fut intime. Du côté d'Alexandre, 200 invités. Du côté de Capucine, 4 amis et une tante éloignée. L'absence de son père à l'église fut la première véritable fissure. Bien qu'à ce moment-là,
Capucine refusa de l'appeler ainsi. Elle se dit qu'elle était libre, qu'elle avait choisi, que les conséquences de ses propres choix s'assumaient avec dignité. Les 2 premières années du mariage furent, sinon exactement heureuses, du moins fonctionnelles. Alexandre était attentif quand cela lui convenait, généreux dans les gestes visibles, habile à créer l'illusion d'un mariage solide aux yeux des autres. Ce que Capucine découvrit graduellement, d'abord avec confusion, puis avec clarté, et finalement avec une résignation dont elle a honte de se souvenir, c'était que pour Alexandre, elle était fondamentalement un accessoire, une femme belle, bien élevée, sans drame familial visible, car il ne savait rien de son père, qui, souffle, remplissait à la perfection le rôle d'épouse décorative qu'exigeait le manuel implicite de la famille Chevalier. Il ne l'a jamais frappée. Il ne l'a pas trompée de manière avérée, mais il la réduisait avec de petits commentaires, avec des silences stratégiques, avec la façon dont il parlait de ses opinions devant les autres, avec la façon dont il prenait des décisions qui l'affectaient sans la consulter, et la regardait ensuite comme si la consultation était une formalité qu'il avait oublié de mentionner, qu'il n'allait pas effectuer. 8 ans. C'est beaucoup de temps pour qu'une personne intelligente ne voie pas ce qu'elle a devant elle. Mais Capucine le vit, elle le vit couche par couche avec cette lenteur terrible, avec laquelle certaines vérités se révèlent quand on a trop investi à ne pas vouloir les voir. Et quand elle le vit enfin complètement, quand elle comprit que le mariage n'avait pas de réparation possible, que ce n'était pas un problème de communication, mais de qui était Alexandre au fond, et de qui elle avait été en le choisissant. Elle est allée voir Maître Duval. Ce qu'elle ne fit jamais pendant tout ce temps fut d'appeler son père. L'orgueil est un animal étrange. Il peut vous maintenir debout quand tout le reste échoue, mais il peut aussi vous maintenir isolé quand ce dont vous avez besoin est exactement le contraire d'être seul. Capucine avait construit sa vie sur le principe qu'elle n'avait pas besoin de Monsieur Honoré, qu'elle était parfaitement capable de résoudre ses propres problèmes, que le prix qu'elle avait payé pour son indépendance, la distance de son père, le silence de 8 ans valait ce qu'il lui avait acheté. Et peu, être que cela valait la peine, peu, être encore. Mais tandis que Capucine sortait du 4e tribunal des affaires familiales et respirait l'air d'octobre sur le trottoir d'Écully, son téléphone vibra dans son sac. C'était un numéro inconnu, un numéro de Lyon, mais qu'elle n'avait pas enregistré. Elle le laissa vibrer. Il vibra de nouveau et de nouveau. Maître Duval la regarda de côté avec une question silencieuse dans les yeux. Capucine sortit le téléphone, regarda l'écran. Le numéro continuait d'insister avec cette persistance tranquille qu'ont les choses importantes, qui ne se pressent pas, mais ne s'arrêtent pas non plus. Elle répondit. « Bonjour », dit-elle. De l'autre côté, il y eut un silence de 2 secondes, puis une voix que Capucine n'avait pas entendue depuis 8 ans, mais qu'elle reconnut à l'instant même où elle lui parvint, comme on reconnaît certaines choses que le corps garde, même si l'esprit décide de les oublier. L'odeur de l'enfance, le goût de quelque chose qu'on mangeait enfant, la voix du premier homme qui vous a fait sentir que le monde était un endroit qui en valait la peine, raclement de gorge. La voix de son père. « Capucine », dit M. Honoré Lefebvre, et dans ce seul mot, son nom, prononcé avec cette voix de béton et de montagne dont elle se souvenait. Il y avait quelque chose qui n'y avait pas été depuis 8 ans. Une fragilité, une petite fissure mais réelle, comme une fissure dans un mur qui semblait solide. Capucine s'arrêta sur le trottoir. Le vent froid d'octobre déplaça une mèche de cheveux sur sa joue. « Papa ?» répondit-elle, et sa propre voix lui parut étrange, raclement de gorge, comme si elle avait été rangée dans un tiroir interne et ne se souvenait que maintenant comment l'utiliser. « J'ai besoin de te voir », raclement de gorge, dit M. Honoré. « Aujourd'hui, si tu peux, c'est important. » Capucine regarda le ciel gris au-dessus des Alpes. Elle pensa à l'appartement de la Croix-Rousse où elle devrait retourner ce soir-là. Elle pensa aux 8 ans. Elle pensa à Alexandre lui disant que sans son nom, elle n'était personne dans cette ville. « Où es-tu » demanda-t-elle, et M. Honoré lui donna une adresse qui n'était pas sa maison, ni son bureau. C'était une clinique privée dans la commune d'Écully, une clinique au nom discret et sans grande enseigne sur la façade, du genre qui existe précisément pour que les personnes ayant suffisamment d'argent puissent être malades sans que personne ne le sache. Capucine comprit au moment où son père lui donna cette adresse que quelque chose avait changé, que l'appel n'était pas une réconciliation dominicale. Ce n'était pas le prélude à un sermon, ni une négociation déguisée en affection. C'était quelque chose de différent, quelque chose de plus urgent. Elle appela un taxi et s'excusa auprès de Maître Duval. Elle monta dans la voiture. Tandis que l'auto avançait sur le quai du Rhône vers le sud, Capucine regardait par la fenêtre les arbres d'octobre dont les feuilles commençaient à changer de couleur et sentait quelque part, entre la poitrine et l'estomac, ce type particulier de vertige que l'on ressent quand on comprend que la vie, sans demander la permission, vient de prendre un virage. Le taxi mit 17 minutes. Elle les compta toutes.
Le retour du père. La clinique Saint-Jean n'avait pas d'enseigne lumineuse. Elle n'avait pas de réceptionniste en uniforme, voyant ni d'écran de télévision dans la salle d'attente. Elle avait en revanche des lits blancs dans chaque couloir. Des lits, toujours des lits, car quelqu'un qui connaissait les patients riches savait que les lits sentent le calme et non l'hôpital, et une discrétion si parfaitement calibrée que l'on pouvait passer devant la façade en pierre grise, 100 fois sans soupçonner ce qu'il y avait à l'intérieur. Capucine entra et donna le nom de son père à la réception. La femme derrière le comptoir, jeune, sereine, avec le sourire entraîné de celle qui sait que le plus grand service qu'elle puisse rendre est de ne pas poser de questions. Elle tapa quelque chose sur son ordinateur. Elle acquiesça et appela un infirmier qui apparut en exactement 30 secondes et conduisit Capucine par un couloir moquetté gris clair vers l'aile sud du 2e étage. L'infirmier s'arrêta devant la porte de la chambre 214. Il frappa doucement 2 fois avec les phalanges. Raclement de gorge. Il attendit. « Entrez », dit la voix de l'intérieur et Capucine poussa la porte. Monsieur Honoré Lefebvre était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, pas sur le lit. Ce détail fut la première chose que Capucine remarqua, et ce fut aussi, sans qu'elle puisse expliquer exactement pourquoi, ce qui la soulagea le plus. Un homme assis dans le fauteuil est encore un homme qui a le contrôle sur l'endroit où il pose son corps. Un homme au lit, c'est autre chose. Il avait 81 ans et les portait avec la dignité sévère des hommes qui ont trop travaillé pour apprendre à vieillir avec grâce, mais qui ont accumulé suffisamment de caractère pour que la vieillesse ne les diminue pas. Il était grand, bien que maintenant sa taille se remarquait plus dans sa façon de s'asseoir que dans les centimètres réels. Il avait les cheveux complètement blancs, coupés très courts, et de grandes mains noueuses qui reposaient sur les accoudoirs du fauteuil avec une quiétude qui lui coûtait de l'effort. Cela se voyait, il portait un pantalon de ville et une chemise à boutons sans cravate, comme s'il avait refusé de porter une blouse d'hôpital par principe. Les yeux étaient les mêmes. Ce fut la deuxième chose que Capucine remarqua. Les yeux de Monsieur Honoré Lefebvre, sombres, directs, avec cette habitude de regarder qu'ont les hommes qui ont passé des décennies à évaluer situations et personnes en quelques fractions de secondes, étaient exactement les mêmes que dans ses souvenirs. Le temps avait modifié beaucoup de choses chez cet homme, mais il n'avait pas touché les yeux. Ils se regardèrent. 8 ans de silence occupent un espace physique dans une pièce. Capucine le sentit comme quelque chose de tangible, presque comme une pression sur la poitrine lorsqu'elle franchit le seuil et referma la porte derrière elle. « Assieds-toi », dit Monsieur Honoré. Ce n'était pas une demande, ce n'était pas non plus exactement un ordre. C'était la manière dont cet homme avait toujours parlé, depuis le centre de la conviction que les choses devaient être faites d'une certaine manière et qu'il avait la responsabilité d'indiquer laquelle. Capucine s'assit sur la chaise en face de lui, posa son sac sur ses genoux, attendit. Monsieur Honoré l'étudia un long moment. Il parcourut son visage avec ce regard qu'elle se rappelait de son enfance quand son père la regardait avant de prendre une décision importante, comme s'il mesurait quelque chose qui ne se mesure pas avec des instruments. « Tu es plus mince », dit-il finalement. « J'ai été marié 8 ans », répondit Capucine. Ça amincit. Quelque chose bougea sur le visage de Monsieur Honoré. Ce n'était pas un sourire. C'était quelque chose de plus compliqué. La reconnaissance d'un coup bien placé peut être ou le début de quelque chose qu'il allait avoir du mal à dire. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-il. « J'ai signé. Il t'a laissé quelque chose ? Un appartement et une pension de 3 ans. » Monsieur Honoré fronça les sourcils avec une intensité que Capucine reconnut parfaitement. C'était l'expression qu'il adoptait quand il entendait quelque chose qu'il considérait inacceptable, mais qu'il ne comprenait pas encore tout à fait pour une raison quelconque. Et les avocats ont dit que c'était juste. Ils m'ont dit que je pouvais me battre davantage. J'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi ? Capucine le regarda directement. 8 ans auparavant, elle aurait détourné les yeux. Plus maintenant, parce qu'elle ne voulait rien de lui. Pas un centime, pas un meuble, pas un demi-mètre carré, rien. Elle voulait sortir propre. Monsieur Honoré acquiesça lentement avec ce mouvement de tête qui ne signifie pas nécessairement un accord, mais une compréhension. Il regarda vers la fenêtre. Dehors, le jardin de la clinique avait des figuiers en rang et un banc en fer forgé que personne n'utilisait. « J'aurais dû t'appeler avant », dit-il sans cesser de regarder le jardin. « Oui », répondit Capucine. « Tu aurais dû, j'ai été têtu. Et orgueilleux, ça aussi. » Monsieur Honoré tourna la tête et la regarda de nouveau. Et maintenant, il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Quelque chose que Capucine mit une seconde à identifier, car elle ne l'avait pas vu chez cet homme depuis qu'elle était enfant. Une vulnérabilité réelle. Pas une performance, pas une stratégie, pas une concession calculée, une vulnérabilité authentique du genre que produisent les personnes quand quelque chose d'interne, une maladie, une perte, le poids accumulé des années, leur enlève l'armure qu'elles ont construite pour n'avoir besoin de personne. « J'ai un cancer du pancréas », dit Monsieur Honoré. « Stade 3.
On me l'a diagnostiqué il y a 4 mois. Le silence qui suivit fut différent du précédent, plus lourd, d'une texture différente. Capucine ne dit rien pendant un instant. Elle traita les mots avec cette partie de l'esprit qui reçoit les mauvaises nouvelles avant que les émotions n'arrivent. La région frontalière, où tout est encore information et pas encore sentiment. Que dit le médecin? Demanda-t-elle finalement d'une voix sereine. Qu'avec un traitement, je peux avoir entre 1 et 3 ans. Sans traitement, moins. Es-tu sous traitement? J'ai commencé il y a 3 semaines. Il fit une pause. Je n'aime pas ça. Mais je n'aime pas non plus l'alternative. Malgré tout, malgré les 8 ans, les mots durs de la dernière conversation qu'ils avaient eue, tout ce qu'ils s'étaient refusé l'un à l'autre pendant tout ce temps, Capucine sentit quelque chose dans sa poitrine qu'elle ne sut nommer précisément à ce moment-là. Ce n'était pas exactement de la douleur. C'était quelque chose de plus proche d'une compréhension soudaine, que le temps que l'on croyait avoir est toujours moins que ce que l'on calculait et que les comptes en souffrance ne disparaissent pas en attendant le bon moment pour les régler. « Pourquoi m'appelles-tu maintenant » demanda-t-elle. « Pourquoi aujourd'hui » Monsieur Honoré croisa les doigts sur ses genoux. C'était un geste dont Capucine se souvenait de son enfance, lorsqu'elle le voyait se préparer à dire quelque chose qui lui coûtait de l'effort. « Parce que j'ai appris pour le divorce il y a 3 semaines, dit-il. J'ai des personnes qui me tiennent informé. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était de l'inquiétude. » Il fit une pause, et parce que quand j'ai su qu'aujourd'hui était le jour de la signature, je n'ai pas pu continuer à attendre que cet orgueil me quitte suffisamment pour t'appeler. Capucine l'étudia. Elle chercha sur ce visage vieilli quelque chose qui pourrait lui dire si ce qu'elle entendait était réel ou si c'était une manœuvre de plus d'un homme qui avait bâti sa fortune en étant le négociateur le plus habile chaque salle où il avait mis les pieds. Elle ne trouva aucune manœuvre. Elle trouva, en revanche, quelque chose qu'elle reconnut parce qu'elle l'avait vu dans le miroir de nombreuses fois ces dernières années. L'épuisement spécifique de celui qui a trop longtemps maintenu une posture qu'il ne peut plus soutenir. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» demanda-t-elle. Le mot « papa » sortit avec moins de difficulté qu'elle ne l'espérait. Monsieur Honoré la regarda un long moment. Puis il dit, de cette voix de béton qui avait maintenant une fêlure en son centre, « Je veux connaître ma fille, celle qu'elle est vraiment, pas celle que j'avais en tête quand j'étais trop orgueilleux pour demander. » Le jardin extérieur restait le même. Les figuiers en rang, le banc de fer que personne n'utilisait, le ciel gris au-dessus des Alpes. Capucine regarda tout cela, puis regarda son père. « Cela va prendre du temps, » dit-elle. « Je sais. » Une pause. « C'est pourquoi j'ai appelé aujourd'hui et non demain. » Capucine pensa à Alexandre lui disant qu'elle n'était personne sans son nom. Elle pensa aux 8 ans de silence. Elle pensa aux 3 ans de mariage fonctionnel qui s'étaient transformés en 5 ans de réduction lente et systématique. Elle pensa à la signature de ce matin-là, au stylo noir sur le papier, à la façon dont elle était sortie du tribunal sans regarder en arrière. Et elle pensa à quelque chose que sa mère, décédée quand Capucine avait 17 ans, d'une crise cardiaque silencieuse un matin de janvier, lui avait dit une fois, dans un de ces moments de clarté, qu'ont les mères quand elles parlent à des filles qui ne comprennent pas encore ce qu'elles ont besoin d'entendre. « La vie ne te demande pas si tu es prête, ma fille. Elle avance juste. C'est toi qui décides si tu cours derrière ou si tu l'attends assise. »« D'accord » dit Capucine finalement. Monsieur Honoré acquiesça. Une seule fois, mais dans cet acquiescement, il y avait quelque chose qui n'avait pas été entre eux depuis 8 ans. Ils parlèrent pendant 2 heures. Ce fut une conversation étrange, fragmentée, avec les silences qu'ont les conversations entre des personnes qui se connaissent trop bien et en même temps presque pas. Monsieur Honoré lui posa des questions sur son travail. Capucine avait repris le design d'intérieur en tant que freelance au cours des 2 dernières années du mariage, quand Alexandre ne pouvait plus lui enlever ça. Il lui posa aussi des questions sur ses amis. Il ne lui posa pas de questions sur Alexandre au-delà de ce qu'ils avaient déjà dit. Ce qu'il savait était suffisant. Capucine, à son tour, lui posa des questions sur les médecins, sur le traitement, sur comment il se sentait physiquement. Monsieur Honoré répondit avec la brièveté d'un homme qui n'est pas habitué à parler de son corps comme si c'était quelque chose qui pouvait le trahir. Ce fut vers la fin de la visite, alors que Capucine ramassait son sac et que l'après-midi dehors s'était assombri jusqu'à ce bleu profond qu'ont les ciels d'octobre à Lyon, avant que la nuit ne tombe tout à fait, que Monsieur Honoré dit quelque chose qui ne semblait pas calculé, mais qui, rétrospectivement, changerait tout. « Capucine », dit-il avec cette voix qui avait maintenant la fêlure. « Cet homme sait qui tu es. » Elle s'arrêta. Elle se retourna. « Alexandre. »« Oui. »« Non, il ne l'a jamais su. » Une pause. « Je ne le lui ai jamais dit. » Monsieur Honoré la regarda un instant, et dans ses yeux sombres passa quelque chose que Capucine ne sut pas entièrement interpréter à cet instant, une sorte de lumière qui n'était pas exactement de la satisfaction, mais qui n'était pas non plus neutre. « Bien, dit Monsieur Honoré Lefebvre. Juste ça.
Bien, un petit mot prononcé par un grand homme dans un fauteuil près d'une fenêtre avec des figuiers dehors. Un mot qui sonna plus comme une décision que comme un commentaire. Capucine le regarda une seconde de plus, intriguée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Puis elle prit congé, sortit dans le couloir moquetté gris clair, descendit les escaliers et sortit dans la nuit d'octobre qui sentait la terre mouillée et quelque chose qui commençait. Elle ne le savait pas encore, mais Monsieur Honoré Lefebvre était déjà en train de réfléchir. L'Empire s'éveille. Il y a une façon de voir le monde que seuls certains hommes qui ont construit de très grandes choses à partir de rien développent. Une façon de regarder n'importe quelle situation, n'importe quel problème, n'importe quelle personne, n'importe quel conflit, non pas comme ce qu'il est en surface, mais comme ce qu'il peut devenir si les bonnes pièces sont déplacées dans le bon ordre. Raclement de gorge. Monsieur Honoré Lefebvre avait développé cette façon de voir le monde à 23 ans quand il avait dû décider entre payer le loyer de son premier local commercial ou payer ses 2 premiers employés. Et il avait compris qu'aucun problème n'a une seule solution. Si l'on a la patience de chercher l'angle sous lequel le problème se transforme en autre chose. La nuit après le départ de Capucine de la clinique, Monsieur Honoré ne dormit pas. Ce n'était pas à cause de la maladie. La douleur était gérable cette nuit-là. Les médicaments faisaient leur travail avec une efficacité qu'il appréciait sans trop les remercier, mais parce qu'il avait l'esprit en éveil de la manière spécifique dont il s'allumait quand il calculait quelque chose. C'était une sensation qu'il reconnaissait comme un vieil outil familier. Cet état d'attention totale, où le reste du monde devient bruit de fond, et où seul existe le problème, les variables, les possibilités. Le problème était Alexandre Chevalier, non pas au sens sentimental du terme. Monsieur Honoré avait la capacité émotionnelle d'un homme de sa génération et de son origine, ce qui signifiait que les émotions existaient, mais opéraient sur un registre séparé des décisions. Le problème était Alexandre Chevalier, au sens pratique et structurel du terme. Un homme qui avait blessé sa fille pendant 8 ans, qu'il avait laissé sortir du mariage avec le minimum, qui lui avait dit « Monsieur Honoré avait appris par la même personne qui le tenait informé des mouvements de Capucine ». Que sans son nom de famille, elle n'était personne. C'était inacceptable. Non pas parce que Monsieur Honoré était un homme particulièrement sentimental, mais parce que c'était un homme qui comprenait la valeur des choses et que sa fille valait infiniment plus que ce qu'Alexandre Chevalier avait décidé qu'elle valait. Et parce qu'il y avait quelque chose dans cette phrase « Sans mon nom de famille, tu n'es personne », ce qui l'irritait avec une précision qui allait au-delà de l'indignation paternelle. Cela l'irritait parce que c'était exactement le genre de déclaration que fait un homme qui n'a jamais eu à construire quoi que ce soit, qui a hérité de sa position et confond cet héritage avec du mérite, qui mesure les autres avec la même règle, erronée avec laquelle il se mesure lui-même. Monsieur Honoré avait connu des centaines d'hommes, comme Alexandre Chevalier. Il les avait vus de près dans les salles de conseil, lors de dîners d'affaires, dans les couloirs des chambres de commerce, où les fils de riches se réunissaient pour parler de leurs réalisations, comme si ces réalisations étaient les leurs, et non le résultat direct d'être nés au bon endroit. C'étaient des hommes qui confondaient l'argent hérité avec l'intelligence, le nom de famille avec la vision, le confort avec la force. C'était dans le langage que Monsieur Honoré utilisait intérieurement pour classer les personnes. Des hommes de carton, raclement de gorge, impressionnants de face, sans rien de solide derrière. Il se leva du fauteuil à 2 heures du matin. L'infirmière de nuit l'entendit bouger et passa la tête. Il la congédia d'un geste et marcha jusqu'au petit bureau qu'il avait demandé de mettre dans sa chambre le premier jour de son hospitalisation. Car Monsieur Honoré Lefebvre, sans bureau, était comme un oiseau sans branche. Techniquement possible, mais visiblement inconfortable, il ouvrit son ordinateur portable et commença à revoir ce qu'il savait déjà sur les industries Chevalier. Ce n'était pas une information nouvelle. Son équipe d'analyse, un département discret au sein du groupe Lefebvre dédié à la surveillance de l'environnement économique de la région, produisait depuis des années des rapports sur les principales entreprises de la région. Les industries Chevalier figuraient sur cette liste non pour une raison particulière, mais parce que c'était une entreprise de taille moyenne pertinente dans le secteur de la fabrication de composants métalliques, avec des contrats importants avec plusieurs entreprises de la chaîne d'approvisionnement industriel d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais maintenant, Monsieur Honoré les lisait avec d'autres yeux, et ce qu'il trouva fut à la fois exactement ce qu'il attendait et plus que ce qu'il avait calculé. Les industries Chevalier opéraient avec une structure de fournisseurs qui dépendait à ses niveaux les plus fondamentaux de 3 grandes chaînes d'approvisionnement. L'acier à haute résistance pour ses lignes de fabrication, les services logistiques pour la distribution nationale de ses produits et l'énergie pour ses usines industrielles, dans le corridor Lyon-Saint-Étienne. Monsieur Honoré revérifia les chiffres 2 fois, puis il appela son assistant personnel, Marc Delacroix, 38 ans, l'homme le plus discret,
et compétent qui avait travaillé pour lui au cours des 15 dernières années. Au téléphone, même s'il était 2h15 du matin, Marc répondit à la deuxième sonnerie. Il ne se plaignait jamais des horaires. C'était l'une des choses que M. Honoré appréciait le plus chez lui. « J'ai besoin que tu me confirmes quelque chose », dit M. Honoré. Sans préambule, les filiales du groupe qui gèrent la distribution d'acier pour le corridor industriel d'Auvergne-Rhône-Alpes, Acier du Nord, ont-elles un contrat en vigueur avec les industries Chevalier? Marc mit exactement 40 secondes à consulter les systèmes. Oui, contrat de fourniture pour 2 ans, renouvelable, arrive à échéance en mars de l'année prochaine. Le contrat représente environ 34% de l'acier que Chevalier utilise dans son usine de Sainte-Catherine. Monsieur Honoré acquiesça pour lui-même dans l'obscurité de sa chambre. Et Transport Lefebvre du Nord a-t-il une relation avec eux? Encore 30 secondes. Oui, ils sont le 3e fournisseur logistique. Ce n'est pas le plus gros contrat. Mais ils acheminent le produit fini de Chevalier vers ses distributeurs dans le Grand Est. Ils représentent environ 22% de leur logistique nationale et en énergie. Une pause plus longue, cette fois pas directement, mais l'usine de Sainte-Catherine achète de l'énergie via un consortium qui inclut Énergie solaire du Nord-Est, qui, comme vous le savez, est détenu à 41% par le groupe Lefebvre depuis la dernière ronde d'investissement. Monsieur Honoré ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, son expression était la même que d'habitude, calme, concentrée, sans signes extérieurs de ce qu'il était en train de traiter, mais quelque chose dans l'immobilité de ses mains sur le bureau disait qu'il avait pris une décision. « Bien, dit-il. Demain, je veux une réunion avec l'équipe des contrats à 9h ici à la clinique, qu'ils apportent les dossiers complets des 3 relations commerciales. Puis-je demander la raison? Dit Marc. C'était la seule personne qui osait poser cette question. Nous allons faire une révision de portefeuille, répondit M. Honoré. Routinière. Nous évaluons quels contrats nous voulons renouveler et lesquels ne nous conviennent pas stratégiquement. Marc garda le silence une seconde. Il connaissait trop bien cet homme pour croire que quelque chose était routinier quand une réunion était convoquée à 2h du matin. À 9h, ils seront ici, dit-il simplement. M. Honoré raccrocha, se recoucha dans le fauteuil près de la fenêtre. Le jardin dehors était sombre et calme, seuls les figuiers visibles comme des ombres pâles sous la lumière du jardin. Il pensa à Capucine sortant du tribunal ce matin-là. Il pensa aux 8 ans de silence entre eux deux. Il pensa à ce que ce temps avait gaspillé, à ce qu'il n'avait pas été là pour voir, aux choses que sa fille avait dû affronter seule, parce qu'ils avaient été tous deux trop semblables, trop orgueilleux, trop sûrs d'avoir raison pour céder les premiers. Et il pensa à Alexandre Chevalier dans son costume noir sur mesure, disant à Capucine que sans son nom, elle n'était personne. Il y avait une ironie dans tout cela que M. Honoré trouva, dans l'obscurité de 2h du matin, presque géométriquement parfaite. L'homme qui avait humilié sa fille, croyant qu'elle n'était personne, n'avait aucune idée qu'il était soutenu depuis 8 ans, en partie par l'argent du père de cette femme, que l'acier qu'il utilisait pour fabriquer ses composants venait d'une entreprise de M. Honoré, que les camions qui transportaient ces produits à travers le pays étaient, dans une fraction significative, des camions du groupe Lefebvre, que l'énergie qui alimentait ces usines passait en partie par un réseau où l'argent de M. Honoré détenait 41%. Il ne l'avait pas planifié ainsi. C'était une simple géométrie du marché. Quand on a des entreprises dans tant de secteurs de l'économie régionale, les points de contact avec d'autres entreprises sont inévitables, invisibles, constants. Mais maintenant qu'il les voyait, il ne pouvait s'empêcher d'apprécier l'élégance de la chose. La réunion de 9h fut exacte et efficace. Marc arriva avec 2 directeurs de secteur et les dossiers complets. M. Honoré les écouta, posa des questions précises, révisa les clauses des contrats avec cette attention aux détails qu'il n'avait pas perdue avec les années ni avec la maladie. À la fin de la réunion, il donna des instructions. Aucune d'elles ne sonnait, dans le langage froid et technique des affaires, comme de la vengeance. Il chargea Marc d'entamer un processus de révision stratégique de tous les contrats de fourniture que le groupe Lefebvre avait avec des entreprises du secteur manufacturier dans le corridor Auvergne-Rhône-Alpes. C'était une mesure parfaitement raisonnable, du genre que tout grand conglomérat effectue périodiquement pour optimiser son portefeuille. Il demanda au directeur d'Acier du Nord d'évaluer l'opportunité de renouveler le contrat avec les industries Chevalier à son échéance en mars, considérant qu'ils avaient identifié d'autres clients potentiels avec un volume plus important et de meilleures marges. Il demanda au directeur des transports de revoir l'efficacité des routes du Grand Est et d'envisager de réaffecter des capacités à des contrats plus rentables. Tout est parfaitement raisonnable, tout est parfaitement documenté, tout est parfaitement invisible pour ce que c'était vraiment. Seul Marc, qui le connaissait depuis 15 ans, remarqua quelque chose en sortant de la réunion. Son patron, qui terminait normalement les réunions avec la même expression neutre qu'il les commençait, en sortit avec quelque chose de différent dans les yeux.
Ce n'était pas exactement de la satisfaction, c'était quelque chose de plus proche de ce qu'a un joueur d'échecs quand il voit clairement 3 coups avant qu'ils ne se produisent. Comment la partie va-t-elle se terminer? Marc ne posa pas la question. Il ne posait jamais de questions quand le patron avait cette expression. Pendant ce temps, dans les bureaux des industries Chevalier, à la tour Pardieu du centre de Lyon, Alexandre Chevalier passait son premier jour d'homme divorcé avec le confort tranquille de celui qui sent qu'un poids lui a été retiré. Il déjeuna avec son frère Sébastien au restaurant de l'hôtel Sofitel. Il examina les chiffres du trimestre avec son directeur financier. De bons chiffres, comme toujours. L'entreprise marchait bien. Il répondit aux messages, signa des documents. Il ne pensa à Capucine pas plus de 2 fois. La première pour se souvenir avec satisfaction de l'expression de son visage au moment de signer. La seconde, pour noter avec une légère irritation que sa signature sur les documents du divorce était toujours Capucine Lambert et non Capucine Chevalier, comme si le nom de famille n'avait jamais été complètement le sien. Il ne savait pas qu'à 180 mètres de son bureau, dans une clinique de pierre grise avec des figuiers dans le jardin, un homme de 81 ans atteint d'un cancer du pancréas et de 4 milliards d'euros venait de commencer à bouger des pions. Il ne savait pas encore que le nom de famille qu'il avait méprisé était exactement le nom de famille qui allait le détruire. L'humiliation publique. 3 semaines après le divorce, Lyon avait cette température sèche et lumineuse de novembre qui rend tout plus net qu'il ne l'est. Les collines plus proches, les couleurs plus vives, la lumière plus honnête. L'événement était le gala annuel de la Fondation d'entreprise de la région lyonnaise, célébré dans le grand salon de l'hôtel intercontinental d'Écully. C'était l'un de ces événements qui, à Lyon, servent de thermomètre social. Si vous êtes invité, vous comptez. Si vous êtes à la table d'honneur, vous comptez beaucoup. Si vous n'y êtes pas, les gens le remarquent et en parlent avec cette discrétion affûtée qu'a la haute société lyonnaise pour enregistrer les absences significatives. Capucine était là parce qu'elle avait été invitée par Sophie Garmendia, son amie de 20 ans, créatrice de bijoux artisanaux, avec son propre atelier dans le quartier d'Arménie et la seule personne du cercle social que Capucine avait conservé sans filtre ni négociation pendant le mariage. Sophie avait insisté avec un mélange d'affection et de pragmatisme que Capucine reconnaissait comme l'un de ses attributs les plus précieux. Tu ne peux pas rester dans l'appartement de la Croix-Rousse à lire et à vivre le reste de ta vie. Sors, montre-toi, qu'on te voit bien. Je n'ai pas besoin qu'on me voie, être pas, mais tu as besoin de te souvenir que tu existes au-delà de ce mariage. Capucine avait cédé parce qu'au fond elle savait que Sophie avait raison et parce qu'il y avait quelque chose dans l'idée d'apparaître en public, bien habillée, sereine, avec son propre nom, qui lui semblait non pas exactement nécessaire, mais d'une certaine manière une forme d'affirmation. Elle arriva avec Sophie à 15. Elle portait une robe en soie couleur bordeaux, simple et élégante, les cheveux lâchés, des boucles d'oreilles en or qui étaient les siennes depuis avant le mariage. Rien d'emprunté, rien des chevaliers. Sophie portait un tailleur pantalon émeraude qui lui allait parfaitement et une expression de quelqu'un qui est prête à profiter de la soirée quoi qu'il arrive. Le salon était rempli, des tables rondes avec des nappes en lin blanc, des centres de tables de fleurs tropicales, une lumière chaude provenant des lustres en cristal au plafond artisanal. 200 personnes du monde des affaires et de la société lyonnaise, toutes dans leur plus belle version, les costumes les plus chers, les bijoux les plus discrètement spectaculaires, les conversations les plus calibrées. Capucine connaissait beaucoup de monde dans cette salle. Elle avait passé 8 ans à assister à exactement ce type d'événement en tant qu'épouse d'Alexandre Chevalier, souriant au bon endroit, disant les bonnes choses, étant la version d'elle-même que ce rôle exigeait. Maintenant, elle était simplement Capucine Lambert. Personne ne l'avait vue ainsi depuis longtemps. Les premiers regards furent de surprise, puis d'évaluation, puis chez la plupart une cordialité véritable, ou suffisamment bien simulée pour que cela revienne au même. Elles saluèrent quelques personnes. Elles trouvèrent leur table près du centre. Bon emplacement. Sophie avait bien choisi. Elles commandèrent du vin. Tout se passait avec une normalité que Capucine commençait à apprécier. C'est 40 minutes plus tard qu'Alexandre entra. Il n'entra pas seul. Il entra avec Isabelle Fournier, 31 ans. Fille d'une famille d'industriels de Lyon, connue dans les cercles lyonnais pour sa participation à plusieurs conseils d'administration et pour une beauté spectaculaire qu'elle utilisait avec la conscience de quelqu'un qui comprend parfaitement que c'est un atout. Elle portait une robe rouge au décolleté prononcé et aux épaules découvertes, les cheveux noirs longs et raides, et l'expression de celle qui arrive quelque part en sachant exactement l'effet qu'elle va produire. Alexandre portait le même costume noir que d'habitude, la même montre, la même posture d'homme qui possède l'espace dans lequel il évolue. Il entra en saluant, serrant des mains avec cette aisance sociale qui avait été, au début, l'une des choses que Capucine avait trouvées attrayantes chez lui. Isabelle était à ses côtés avec la précision de celle qui a étudié comment se mouvoir dans ce type de scénario.
Sophie le vit la première. Elle posa sa main sur le bras de Capucine. « Tu vas bien ?»« Parfaitement », dit Capucine sans regarder là où Sophie regardait. Puis, parce que c'était inévitable, elle regarda, les vit, traita l'image avec cette partie de l'esprit qui enregistre sans dramatiser. Elle sentit quelque chose, pas exactement de la douleur, pas exactement rien non plus, qui s'installa quelque part entre les côtes et elle le laissa faire. « Bien », dit Capucine à voix très basse, et elle prit sa coupe de vin. Pendant l'heure suivante, les trajectoires des deux dans le salon ne se croisèrent pas. Capucine parla avec Sophie, avec le directeur d'une entreprise d'architecture qu'elle connaissait de son travail, avec l'épouse d'un entrepreneur textile qui s'avéra intéressante et amusante. Elle mangea, elle but modérément. Elle fut présente aux conversations qu'elle eut avec l'attention complète qu'il lui avait toujours été difficile de feindre quand elle n'était pas réellement intéressée. Ce fut pendant le toast officiel, quand le président de la fondation commença son discours depuis le podium et que les conversations baissèrent de volume et que tous s'orientèrent vaguement vers l'avant du salon, qu'Alexandre traversa l'espace vers le bar latéral et la vit. Leurs regards se croisèrent une seconde. Alexandre dit quelque chose à Isabelle à voix basse. Elle acquiesça avec un sourire, et il resta où il était. Et Alexandre marcha vers Capucine, avec ce calme d'homme qui est convaincu que les espaces lui appartiennent. « Capucine » dit-il quand il fut prêt, pas à voix haute, mais pas non plus à voix basse, à ce volume intermédiaire qui, dans un salon à moitié plein, suffit à être entendu par les 3 ou 4 personnes les plus proches. Calculé, comme toujours. « Alexandre » répondit-elle, également neutre, « je ne m'attendais pas à te voir ici. » Une pause avec un demi-sourire. « Comment va l'appartement de la Croix-Rousse ? Tu lui as déjà trouvé le charme ?» Sophie, à ses côtés, retint sa respiration. « Je vais très bien, merci, » dit Capucine. « Je suis content pour toi. » Alexandre regarda sa coupe, puis la regarda avec cette expression, qui était presque aimable si l'on ne connaissait pas ce qui se cachait dessous. « Écoute, je suis content que tu sois sorti. Ce serait dommage que tu restes enfermé. Une femme comme toi a besoin d'ambiance, de compagnie, une pause calculée, ou ce que l'on peut obtenir étant donné les circonstances. » C'était une phrase construite avec la précision d'un horloger. Cela sonnait comme de l'inquiétude si vous l'écoutiez superficiellement, si vous l'écoutiez en entier, avec le ton, la pause, le regard qui l'accompagnait. C'était exactement ce que c'était, un rappel public qu'il avait refait sa vie rapidement et avec élégance, et qu'elle, en revanche, était dans une situation qu'il considérait précaire. Les 3 personnes les plus proches l'entendirent. Capucine le vit sur leur visage. Cette gêne spécifique de celui qui assiste à quelque chose de désagréable lors d'un événement où tout le monde est censé être des adultes civilisés. Capucine regarda Alexandre un instant, puis sourit. Non pas un sourire de gêne, non pas un sourire conciliant, un vrai sourire, tranquille, du genre que les gens ont, qui sont en paix avec ce qu'ils savent d'eux-mêmes. « Alexandre, dit-elle, tu es là depuis 20 minutes et tu as déjà le visage de quelqu'un qui a besoin que les autres le voient heureux. » Une pause. « J'espère que ça marche. » Elle se tourna, prit sa coupe, reprit la conversation qu'elle avait interrompue comme si l'épisode avait été une note en bas de page, sans importance suffisante pour changer de sujet. Alexandre resta une seconde immobile, puis il partit vers Isabelle. Sophie, à ses côtés, expira lentement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Quoi ?» Raclement de gorge, dit Capucine. « Tu es extraordinaire. » Capucine but une gorgée de vin. À l'intérieur, dans cet espace entre les côtes où quelque chose s'était installé 1 heure auparavant, la sensation était compliquée. Ce n'était pas le triomphe, ce n'était pas exactement du soulagement. C'était quelque chose de plus proche de la confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà, qu'elle pouvait être dans la même pièce que cet homme et rester entière, que le mal qu'il avait tenté de faire pendant 8 ans n'avait pas réussi à lui enlever cela. Ce que Capucine ne vit pas parce qu'elle tournait le dos à l'entrée latérale du salon, et parce que personne à ce moment-là ne prêtait attention à la discrète silhouette qui était entrée 10 minutes auparavant, s'était assise à une table du fond sur demande spéciale, sans s'identifier au personnel autrement que par un nom qu'aucun des présents ne reconnut. Ce fut l'homme de 81 ans, en costume sombre et discret, qui, depuis une table latérale, observa l'échange complet avec une attention sereine et totale. Monsieur Honoré Lefebvre était sorti de la clinique cet après-midi avec une permission médicale. 4 heures pas plus, il l'avait négocié avec son médecin, avec la même fermeté qu'il négociait tout, parce que Marc l'avait informé que Capucine serait à l'événement et que quelque chose en lui avait besoin de voir de ses propres yeux ce que son assistant lui avait décrit avec des mots. Il vit tout. Il vit Alexandre entrer avec Isabelle. Il vit la trajectoire calculée vers Capucine. Il entendit, non pas les mots exacts, mais le ton, la posture, le geste, suffisamment pour comprendre ce qui se passait. Et il vit sa fille répondre avec ce calme qu'il reconnut comme le sien,
le même qu'il avait utilisé dans 100 négociations difficiles tout au long de sa vie. Le calme de celui qui sait qu'il a raison et n'a pas besoin de le prouver par le bruit. Quand Alexandre s'éloigna et que Capucine reprit sa conversation, M. Honoré posa la tasse de café qu'il avait commandée de nouveau sur la table. Il s'essuya la bouche avec la serviette, se leva avec la lenteur prudente que son corps exigeait. Maintenant, il fit signe à Marc, qui attendait près de la porte latérale. Il quitta le salon sans que personne ne le remarque. Dans la voiture, en revenant à la clinique, avec les lumières d'Écully défilant derrière la vitre, M. Honoré passa un seul appel au directeur d'Acier du Nord. « Le processus de révision du contrat avec Chevalier, dit-il, accélérez-le. Je veux une résolution avant la fin du mois. Nous annulons le renouvellement. Évaluez toutes les options, dit M. Honoré. Mais oui, il raccrocha. Il regarda par la fenêtre les collines sombres à l'horizon. Il voulait une résolution avant la fin du mois. Et M. Honoré Lefebvre, quand il voulait que quelque chose se produise avant la fin du mois, cela se produisait toujours avant la fin du mois. Le premier indice arriva un mardi matin, 18 jours après la gala, sous la forme d'un courriel à en-tête d'Acier du Nord S.A., DCB, Alexandre Chevalier. Il était dans son bureau du 12e étage de la Tour Pardieu, lorsque sa directrice des opérations, Patricia Leroy, frappa à la porte avec sa manière de frapper, 2 coups précis, une brève pause, un de plus, qu'il avait appris à associer à des nouvelles qui nécessitaient une attention. « Que se passe-t-il » dit Alexandre, sans lever les yeux du rapport qu'il révisait. « Acier du Nord nous a envoyé une notification formelle, dit Patricia Leroy, en entrant avec une tablette à la main. Ils nous informent qu'ils ne renouvelleront pas le contrat de fourniture à l'échéance de mars. Ils citent une réorientation stratégique de leur portefeuille de clients. » Alexandre leva les yeux. « Comment ça, ils ne renouvellent pas ?» C'est ce que dit la notification. Patricia lui tendit la tablette. Il ne donne pas de détails supplémentaires au-delà du langage standard de non-renouvellement. Raclement de gorge. Ils sont dans les délais de préavis contractuels. Donc techniquement, tout est en ordre. Alexandre lut le courriel 2 fois. C'était un texte parfaitement neutre, rédigé avec cette courtoisie corporative qui ne dit rien et en même temps dit exactement ce qu'il a besoin de dire, que la relation commerciale se termine et qu'il n'y a rien à discuter à ce sujet. « Appelez-les, dit-il. Je veux parler au directeur commercial aujourd'hui même. » Patricia acquiesça et sortit. Alexandre resta à fixer l'écran de la tablette un instant de plus, avec cette sensation légère et indéfinie de celui qui entend un bruit étrange la nuit et ne sait pas s'il doit s'inquiéter. Acier du Nord était son principal fournisseur d'acier à haute résistance, 34% de son apport total pour l'usine de Sainte-Catherine. Il n'était pas irremplaçable. Il y avait d'autres fournisseurs sur le marché, mais c'était le plus compétitif en prix et celui qui avait les délais de livraison les plus adaptés à ses lignes de production. Trouver un substitut prendrait du temps et le temps en fabrication avait toujours un coût. L'appel avec le directeur commercial d'Acier du Nord eut lieu cet après-midi. Ce fut bref et au fond, infructueux. Le directeur fut parfaitement aimable, parfaitement vague et parfaitement ferme sur le fait que la décision était définitive et provenait des plus hauts niveaux de l'entreprise. Il n'y avait pas de marge de négociation. Pas d'offre alternative qui puisse faire changer la position. La réorientation stratégique était, selon lui, partie d'un processus de révision de portefeuille qui affectait plusieurs clients et qui n'avait aucun lien avec la qualité de la relation commerciale avec les industries Chevalier. Alexandre raccrocha avec la sensation inconfortable d'avoir été rejeté sans recevoir une raison qu'il puisse réfuter. « Cherche des alternatives, dit-il à Patricia, des fournisseurs d'acier en Lorraine, en Franche-Comté. Ce qu'il y a. Je veux des options sur mon bureau avant vendredi. » 4 jours plus tard, alors que Patricia consolidait encore l'analyse des fournisseurs alternatifs, le deuxième coup arriva. Cette fois, ce fut un appel du directeur logistique des industries Chevalier, un homme nommé Gérard, qui était dans l'entreprise depuis 11 ans et qui avait l'habitude de toujours parler 3 décibels plus bas quand il apportait de mauvaises nouvelles. Comme si le volume pouvait amortir l'impact. « Alexandre, dit Gérard, avec cette voix basse, Transport Lefebvre du Nord vient de nous informer qu'ils ne renouvelleront pas le contrat de distribution vers le Grand Est. Ils mentionnent également une réorientation stratégique. » Alexandre resta silencieux pendant 3 secondes. Transport Lefebvre. Oui. Quand leur contrat arrive-t-il à échéance? Dans 6 semaines. Alexandre posa le téléphone sur le bureau et regarda le plafond de son bureau un instant. Le plafond de son bureau était en béton poli avec des poutres d'acier apparentes. Un choix de design qu'il avait fait quand il avait fait rénover l'espace 4 ans auparavant et qui, à ce moment précis, lui parut étrangement oppressant. 2 fournisseurs, 2 nouvelles de non-renouvellement à 2 semaines d'intervalle, toutes 2 avec le même langage de réorientation stratégique.
C'était une coïncidence statistiquement possible. Dans les affaires, ce genre de confluence se produisait. Les contrats arrivaient à échéance, les entreprises réorientaient leur portefeuille, les marchés s'ajustaient. Mais quelque chose chez Alexandre Chevalier, cet instinct d'homme qui avait passé sa vie dans le monde des affaires et qui savait reconnaître les schémas, même s'il ne pouvait pas encore les nommer, commença à activer un signal d'alarme qu'il ne sut exactement comment interpréter. Il appela son frère Sébastien ce même après-midi. Sébastien Chevalier était 3 ans plus jeune qu'Alexandre, moins discipliné, plus expansif, avec une intelligence réelle qu'il avait systématiquement gaspillée dans une combinaison d'excès de confiance et de manque d'effort. Il était le directeur du développement de nouvelles affaires des industries Chevalier, un poste qui, en pratique, signifiait qu'il assistait à des réunions de haut niveau et générait des idées qui étaient parfois brillantes et plus souvent irréalisables. Mais il avait quelque chose dont Alexandre avait besoin à ce moment-là, des contacts dans presque tous les secteurs d'activité d'Auvergne-Rhône-Alpes, bâtis au fil d'années de présence sociale intense. « Sébastien, il faut que tu te bouges », lui dit Alexandre, quand son frère arriva à son bureau cet après-midi-là. « J'ai besoin de... Je veux comprendre si c'est quelque chose de systémique du marché ou s'il y a quelque chose de spécifique qui nous vise. » Sébastien l'écouta avec cette expression d'apparente insouciance qui était en réalité une concentration déguisée. « Tu as une hypothèse » demanda-t-il. « Non, une pause. Pas encore. » Sébastien passa des appels cet après-midi et le lendemain matin parla avec 3 contacts du secteur logistique, avec quelques personnes du monde de l'acier, avec quelqu'un qui connaissait bien l'organigramme de plusieurs entreprises du corridor industriel d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'il trouva n'était pas exactement une information concrète, c'était quelque chose de plus diffus et, par conséquent, plus inquiétant, un schéma de silence. Les personnes avec qui il avait parlé savaient quelque chose. C'était perceptible, la façon dont elles coupaient certaines lignes de conversation, la façon dont leurs réponses étaient un peu trop vagues pour être naturelles, mais elles ne le disaient pas. « Il y a quelque chose », dit Sébastien à Alexandre lorsqu'ils se retrouvèrent le lendemain. « Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Les personnes avec qui j'ai parlé en savent plus qu'elles ne disent, et aucune d'elles n'a d'intérêt évident à protéger des informations sur les fournisseurs de fabrication, à moins que le sujet ne vienne de quelqu'un avec qui elles ne veulent pas avoir de problème. »« Quelqu'un avec qui ils ne veulent pas avoir de problème », répéta Alexandre. « Quelqu'un de grand, » dit Sébastien. « Quelqu'un devant qui la plupart des acteurs du marché régional préféraient ne pas paraître du mauvais côté. » Alexandre traita cela. En Auvergne-Rhône-Alpes, la liste des acteurs économiques suffisamment grands pour générer ce type de silence préventif autour d'eux n'était pas longue. Il s'agissait de 5, peu, être sinon, de familles et de conglomérats ayant un poids réel, une histoire, le genre de présence sur le marché qui faisait que les gens réfléchissaient à 2 fois avant de se positionner contre eux. Le nom de M. Honoré Lefebvre ne figurait pas sur la liste qu'Alexandre passa en revue mentalement, non pas parce qu'il n'était pas assez grand, avec 4 milliards d'euros, il l'était parfaitement, mais parce que M. Honoré Lefebvre était dans le monde des affaires lyonnais une figure quasi légendaire par sa discrétion. Il n'apparaissait pas aux réunions de associations, il ne donnait pas d'interviews, il n'assistait pas aux galas ni aux événements de chambre. C'était le genre d'homme dont tout le monde connaissait la fortune, et dont presque personne ne pouvait décrire le visage en détail car il n'apparaissait jamais aux endroits où les gens fortunés voulaient normalement apparaître. Alexandre ne fit pas le lien, il n'avait aucune raison de le faire. Capucine s'appelait Lambert. Oui, mais Lambert était un nom de famille parfaitement courant dans la région. Il n'y avait aucun fil visible qui reliait son ex, épouse à l'homme le plus discret des entrepreneurs lyonnais. Raclement de gorge. Pendant ce temps, à la clinique en pierre grise, M. Honoré recevait chaque soir le rapport de Marc avec la même attention sereine avec laquelle il avait reçu des rapports d'affaires pendant 60 ans. Il écoutait, posait une question ou 2, acquiesçait. Une nuit, vers la fin de la 2e semaine de mouvement, Marc lui dit « Les analyses de marché indiquent que les industries Chevalier auront de réelles difficultés à remplacer les 2 contrats avant leurs échéances respectives. Les fournisseurs alternatifs ont des délais d'attente de 8 à 14 semaines et leurs prix sont entre 18 et 25% plus élevés que les contrats actuels. Cela aura un impact significatif sur leurs marges au premier trimestre de l'année prochaine. » « Et les actions ?» demanda M. Honoré. Les industries Chevalier étaient cotées à la Bourse de Paris depuis 4 ans. Elles ne bougent pas encore. Le marché n'a pas suffisamment d'informations pour réagir. Mais si cela se combine avec la situation énergétique, qu'en est-il de la situation énergétique ? Marc consulta sa tablette. Le consortium dans lequel nous participons à 40 et 1% vient de notifier à ses clients industriels un processus de révision des tarifs. Ce n'est pas une annulation, c'est un ajustement de prix. Mais l'ajustement proposé pour le segment de la fabrication moyenne est de 22 à 28%.
40% à la hausse. Monsieur Honoré resta silencieux un moment. C'est un ajustement qui n'affecte que Chevalier ou tous les clients du segment. Tous. C'est systémique. Personne ne peut alléguer un traitement discriminatoire. Bien, dit Monsieur Honoré. C'était la deuxième fois qu'il utilisait ce mot dans ce contexte. Marc avait appris que lorsque son patron disait bien de ce ton spécifique, sans inflexion, presque comme une note de musique tenue, cela signifiait que les pièces tombaient exactement là où il les avait calculées. Monsieur Honoré regarda par la fenêtre, le jardin de nuit, les figuiers comme des ombres immobiles, le ciel sans étoiles au-dessus des Alpes. Il pensa à sa fille dans ce salon avec sa robe couleur bordeaux, répondant à Alexandre Chevalier avec un sourire tranquille, tandis qu'il essayait de la rabaisser devant 3 personnes qui l'écoutaient. Et il pensa que le monde est, au fond, un endroit plus juste qu'il n'y paraît. Il ne faut que de la patience et savoir exactement où sont les fils avant de commencer à les tirer. Il prit son café, le but lentement, et ne dit rien de plus. La révélation, la vérité a une manière particulière d'arriver. Elle n'arrive pas toujours comme un éclair, comme les gens l'imaginent. Parfois, elle arrive lentement, par couches, comme l'eau qui trouve les fissures d'un mur et les élargit patiemment jusqu'à ce qu'un jour le mur cède simplement, non pas à cause d'un coup, mais à cause du poids accumulé de tout ce qui s'est infiltré. C'est ainsi que la vérité parvint à Alexandre Chevalier. Le premier fut l'analyste financier. Son nom était Étienne, 27 ans. Le plus jeune de son équipe et le plus méticuleux, qui avait passé 3 semaines à retracer les origines corporatives d'Acier du Nord et de Transport Lefebvre du Nord, avec la détermination silencieuse de celui qui sait que les chiffres racontent toujours une histoire, si l'on a la patience de les lire jusqu'au bout. Il arriva au bureau d'Alexandre un mercredi à 6h, avec un dossier bleu sous le bras, et une expression qu'Alexandre apprit à lire à l'instant même où Étienne ferma la porte derrière lui, l'expression de quelqu'un qui a trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas, et qui n'est pas complètement sûr de comment le livrer. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» dit Alexandre. Étienne ouvrit le dossier, posa sur le bureau un schéma de structure corporative qu'il avait dessiné à la main, avec des rectangles et des flèches, et des noms d'entreprises connectés dans un réseau qui à première vue semblait compliqué, et qui, une fois que l'on trouvait le nœud central, se révélait parfaitement simple. « Acier du Nord », dit Étienne en désignant l'un des rectangles, appartient à 92% à Métaux Industriels du Nord de CEB. Métaux Industriels du Nord est à son tour une filiale à 100% du groupe Lefebvre Holding, basé à Lyon. Alexandre regarda le schéma, ne dit rien encore. Transport Lefebvre du Nord, continua Étienne en désignant un autre rectangle, est directement une filiale de groupe Lefebvre Logistique, qui est la division logistique et distribution du groupe Lefebvre. Il fit une pause. Et la situation énergétique ? Demanda Alexandre d'une voix qui sortit plus basse qu'il ne l'avait voulu. Le consortium énergétique auquel nous participons en tant que client, dit Étienne, a comme partenaire majoritaire, avec 41%, Énergie solaire du Nord-Est SA de CB, qui est également une participation du groupe Lefebvre. Alexandre resta immobile pendant plusieurs secondes. Le schéma sur le bureau était parfaitement clair. Il n'y avait pas moyen de le lire différemment. Les 3 pressions qui avaient frappé les industries Chevalier ces dernières semaines, l'acier, la logistique, l'énergie, provenaient à des degrés divers de la même origine, du même nom. Lefebvre, groupe Lefebvre. Alexandre se leva de sa chaise, marcha jusqu'à la fenêtre, depuis le 12e étage de la tour Pardieu. Lyon s'étendait aussi loin que les Alpes le permettaient. Une mosaïque de bâtiments, d'autoroutes, de zones industrielles, le tout sous cette lumière claire et sèche de novembre qui rend les distances trompeuses. « Qui contrôle groupe Lefebvre ?» demanda-t-il sans se retourner. Étienne mit une seconde. « Monsieur Honoré Lefebvre, dit-il, fondateur et actionnaire de contrôle à 87%, 81 ans, originaire de Saint-Étienne, Auvergne-Rhône-Alpes, entreprise fondée il y a 58 ans à partir de zéro. Actifs totaux estimés à je sais qui c'est, l'interrompit Alexandre. Tout le monde dans le monde des affaires lyonnais savait qui était Monsieur Honoré Lefebvre. C'était un nom qui existait dans cet espace particulier de la réalité entrepreneuriale, où la fortune est si grande et si solidement construite que la personne qui la possède devient une sorte de géographie, quelque chose qui est simplement là, que tout le monde connaît, que personne ne remet en question. Ce qu'Alexandre ne savait pas, c'était pourquoi. Pourquoi Monsieur Honoré Lefebvre, un homme qui n'avait jamais eu aucune relation directe avec les Indus, avait-il soudainement décidé d'annuler 3 contrats commerciaux qui affectaient directement son entreprise? Qu'avait fait Alexandre pour mériter l'attention et l'apparente antipathie de l'un des hommes les plus puissants de la région? Il chercha dans sa mémoire avec une urgence qui commençait à ressembler à de la panique, passa en revue les réunions, les conversations, les offenses possibles ou les conflits d'intérêts avec le groupe Lefebvre ou l'une de ses filiales. Il ne trouva rien.
Il n'avait croisé la trajectoire réelle de M. Honoré Lefebvre dans aucun contexte dont il pût se souvenir. Aucun. Et puis, avec cette lenteur terrible avec laquelle certaines compréhensions arrivent quand on a évité de les atteindre, Alexandre pensa au nom de famille Lambert, Capucine Lambert. Il resta complètement immobile devant la fenêtre. Non, pensa-t-il d'abord, c'est un nom de famille courant. C'est une coïncidence, mais la coïncidence était trop parfaite. Le nom de famille, le moment, 3 semaines après le divorce, la géographie, l'échelle, tout s'emboîtait avec une précision qui rendait le mot coïncidence ridicule. Il appela Sébastien ce même après-midi. « J'ai besoin que tu cherches tout ce que tu peux trouver sur la famille de Capucine », lui dit-il. Ses parents, son origine, tout. Sébastien le regarda un instant avec quelque chose qu'Alexandre ne sut pas lire. « Pourquoi ? Fais-le. » Sébastien mit 4 heures. Quand il revint, il avait cette expression particulière de celui qui vient de comprendre quelque chose qui réorganise complètement la façon dont il a vu une situation. « Capucine Lambert Moreau », dit-il avec un accent délibéré sur le nom de famille maternelle. Fille unique de M. Honoré Lefebvre et de Mme Lucie Moreau de Lefebvre, décédée il y a 14 ans. Une pause. Alexandre, son père et M. Honoré Lefebvre. Le silence qui suivit dans le bureau du 12e étage dura exactement 8 secondes. Alexandre les compta, sans savoir qu'il les comptait. 8 ans de mariage, 8 ans à vivre avec la fille de l'homme le plus discret et puissant de la région, 8 ans sans le savoir. 8 ans pendant lesquels Capucine avait gardé ce secret avec une constance qui maintenant, de ce côté-ci, semblait presque incompréhensible. Pourquoi ne l'avait-elle pas dit? Pourquoi avait-elle vécu 8 ans en étant l'épouse d'Alexandre Chevalier, sans révéler qu'elle était l'héritière d'une fortune qui faisait paraître modeste le patrimoine des Chevaliers? La réponse arriva avec une brutalité tranquille, parce qu'Alexandre ne l'avait jamais traitée comme quelqu'un à qui il valait la peine de révéler quelque chose d'important, parce que depuis le début il l'avait réduite, contenue, convaincue, ou tenté de la convaincre que sa valeur dépendait de lui, de son nom, de son réseau, de son argent. Et elle l'avait su tout ce temps. Elle l'avait su et avait choisi de ne pas utiliser cette carte jusqu'à maintenant, ou plutôt, son père avait choisi de l'utiliser pour elle. Alexandre quitta la Tour Pardieu à 18, monta dans sa voiture et dit au chauffeur de l'emmener à la clinique Saint-Jean. Il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas appelé. Il y alla parce que c'était le genre d'homme qui croit que l'urgence personnelle est une raison suffisante pour se présenter n'importe où sans préavis. On le laissa passer. Monsieur Honoré avait laissé des instructions de le laisser passer s'il venait, ce qui en disait long sur qui contrôlait réellement la situation. La chambre 214 sentait les lits et le café fraîchement moulu. Monsieur Honoré était dans le fauteuil près de la fenêtre comme toujours. Il portait une chemise boutonnée et un pantalon de ville, pas une blouse d'hôpital. Les yeux sombres, directs, sans surprise visible. Alexandre entra, resta debout devant lui. C'était la première fois qu'il le voyait en personne, et ce fut à ce moment-là une expérience particulièrement déconcertante. Il avait imaginé pendant le trajet un vieil homme malade diminué, quelqu'un à qui la maladie aurait enlevé du poids. Ce qu'il trouva fut un homme qui occupait l'espace de la pièce d'une manière qui avait peu à voir avec l'âge et tout à voir avec le caractère. « Asseyez-vous » dit M. Honoré. Alexandre ne s'assit pas. « Vous êtes le père de Capucine » dit-il. « Oui » dit M. Honoré. « Pourquoi faites-vous cela » M. Honoré le regarda un instant avec ce regard qui évaluait situation et personne en quelques fractions de secondes. Puis il dit d'une voix de béton qui n'avait aucune inflexion de colère ni de satisfaction, simplement de certitude. « Parce que vous avez dit à ma fille dans un tribunal, devant son avocat et le vôtre, que sans votre nom de famille, elle n'était personne dans cette ville. » Alexandre ouvrit la bouche, la referma. « Et parce que pendant 8 ans, vous l'avez traitée comme si sa valeur dépendait de vous. » Une pause. Ma fille vaut plus que tout ce que vous avez eu et tout ce que vous aurez. Et il était temps que quelqu'un vous le prouve d'une manière que vous puissiez comprendre. C'est une menace, dit Alexandre d'une voix qui se voulait ferme et qui avait au bord quelque chose qui ressemblait trop à la peur. Non, dit M. Honoré avec un calme absolu. Une menace, c'est quand on annonce ce que l'on va faire. Ce que je fais, c'est déjà fait. Il regarda sa tasse de café. Vous êtes venu me demander pourquoi. Je vous l'ai déjà expliqué. Il n'y a plus rien à dire. Alexandre le regarda un long moment. Il chercha sur ce visage de 81 ans quelque chose qu'il pourrait utiliser. Une fissure, un point de négociation, un angle sous lequel la situation pourrait être inversée. Il n'en trouva aucun. Capucine ne sait rien de tout ça, dit-il finalement. C'était une affirmation, pas une question. Il le disait parce qu'il avait besoin de dire quelque chose, parce que partir en silence, c'était admettre une défaite que son orgueil n'avait pas encore fini de digérer. Non, confirma M. Honoré. C'est entre vous et moi. Et qu'est-ce que vous voulez en échange ? Dit Alexandre. Que je vous rende quelque chose.
que je négocie des conditions de divorce différentes, de l'argent. Monsieur Honoré le regarda avec quelque chose qui, chez un autre homme, aurait pu s'appeler pitié, mais qui chez lui n'était que de la distance. « Je ne veux rien de vous, dit-il. Il n'y a rien que vous ayez dont j'ai besoin. » Une pause. « Je suis venu au monde les mains vides et j'ai tout construit ce qui existe. Vous êtes venu avec tout et vous êtes sur le point de tout perdre. C'est la différence entre nous deux. » Alexandre Chevalier quitta la clinique Saint-Jean 15 minutes après son arrivée. Il monta en voiture en silence. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur et ne posa aucune question. Dehors, Lyon restait le même. Les collines à l'horizon, la lumière de l'après-midi, le trafic sur le quai du Rhône, tout pareil. Sauf que quelque chose dans le monde d'Alexandre Chevalier avait franchi une frontière sans retour. Dans la chambre 214, Monsieur Honoré termina son café. Il appela Marc. « Il est venu, dit-il. »« Comment ça s'est passé ?» demanda Marc. Monsieur Honoré regarda par la fenêtre les figuiers du jardin. « Comme je l'attendais, dit-il, continuez le processus. » Il raccrocha, ferma les yeux, respira lentement, avec cette respiration prudente que la maladie lui avait appris à valoriser. Chacune était un petit cadeau, concret, sans garantie. Il pensa à Capucine, dans sa robe couleur bordeaux, à son sourire tranquille face à Alexandre dans le salon de l'Intercontinental, à la façon dont elle avait répondu sans avoir besoin que personne ne la défende. Elle n'en avait pas besoin, elle n'en avait jamais eu besoin, mais il l'avait fait de toute façon parce que c'était la seule chose qu'il pouvait encore lui donner, qu'elle ne pouvait pas se donner à elle-même. La chute totale. Il y a une sorte de silence qui précède les grands effondrements. Ce n'est pas le silence du repos ni le silence de la paix, c'est le silence tendu et immobile qu'ont les choses juste avant que la gravité ne fasse ce qu'elle a toujours eu à faire. Rappeler à tout ce qui est debout qu'aucune hauteur n'est permanente si les fondations sont mal posées. Ce silence dura exactement 9 jours dans le monde d'Alexandre Chevalier. Le 10e jour, le marché réagit. Ce ne fut pas un effondrement dramatique. Les marchés s'effondrent rarement d'un coup lorsqu'il s'agit d'entreprises moyennes avec une histoire et une diversification des revenus raisonnables. Ce fut plutôt une érosion, une baisse de 8% en une journée, suivie d'une récupération partielle le lendemain, suivie d'une autre baisse de 6%, suivie d'une stabilisation nerveuse que les analystes décrivirent dans leur rapport, avec des mots comme incertitude dans la et pression et l'approvisionnement et pression sur les marges opérationnelles et surveillance recommandée. Le langage des analystes financiers a cette particularité. Il peut dire que quelque chose s'effondre en utilisant des mots qui sonnent comme une simple précaution. Alexandre lisait ses rapports chaque matin avec l'expression d'un homme qui sait exactement ce qu'ils signifient et qui, pourtant, ne peut s'empêcher d'y chercher une lecture différente. Plus optimiste qu'il n'y est pas. Le directeur financier des industries Chevalier, un homme appelé Arthur, qui avait travaillé avec la famille pendant 6 ans et qui avait la vertu commune de dire la vérité, même si elle était inconfortable, demanda une réunion urgente à la fin de la 2e semaine. « Alexandre, dit Arthur, assis devant le bureau du 12e étage, avec ses dossiers rangés, avec la précision de celui qui a préparé cette conversation plusieurs fois avant de la voir. « Il faut que tu comprennes l'ampleur de ce qui se passe. »« Je la comprends, dit Alexandre. Je ne crois pas que tu la comprennes tout à fait. » Une pause. Le non-renouvellement du contrat d'acier combiné à l'ajustement des tarifs énergétiques et à la réaffectation de la logistique va nous coûter environ 10 à 9% de marge brute au premier trimestre de l'année prochaine. En termes absolus, nous parlons d'une perte opérationnelle entre 42 et 58 millions d'euros que nous n'avions pas budgétisé. Alexandre ne dit rien, mais c'est l'impact direct, continua Arthur. L'impact indirect est plus compliqué. 3 de nos partenaires du fonds d'investissement qui nous a capitalisés, il y a 2 ans, ont des clauses de révision de position si l'action chute de plus de 15% sur une période de 30 jours. Elle a déjà chuté de 14,3. Si elle atteint 15, quand atteindra-t-elle 15 interrompit Alexandre. Arthur le regarda une seconde. Si nous ne faisons rien, entre 7 et 12 jours, Alexandre se leva, marcha vers la fenêtre. Le panorama de Lyon depuis le 12e étage restait le même. Les collines, les autoroutes, le corridor industriel au fond, mais à ce moment-là, tout cela lui parut plus lointain qu'avant, comme si la distance entre lui et la ville avait augmenté de plusieurs centimètres sans que personne ne l'ait déplacé. « Quelles options avons-nous » dit Arthur. Il ouvrit le dossier. 3. La première est la capitalisation d'urgence. Chercher de nouveaux investisseurs qui entreront à un prix réduit avant que la situation ne se détériore davantage. Le problème est le temps et le moment. Personne n'entre avec un prix préférentiel dans une entreprise en chute visible sans demander des conditions très favorables pour eux. La deuxième est la restructuration de la dette auprès des principales banques, renégocier les délais et les conditions pour alléger la pression sur les flux de trésorerie à court terme. La troisième
Vendre des actifs non stratégiques. L'usine de Saint-Étienne, l'entrepôt à Avignon. Générer des liquidités immédiates. Alexandre écouta tout cela avec une quiétude qu'Arthur, qui le connaissait bien, sut interpréter correctement. Ce n'était pas la quiétude de celui qui traite des options, c'était la quiétude de celui qui avait déjà compris qu'aucune des 3 options ne le sortirait du problème à la racine. « Laisse l'analyse sur mon bureau », dit Alexandre finalement. « Je t'appelle demain. » Arthur sortit. Alexandre resta seul dans son bureau, appela Sébastien. Sébastien arriva 20 minutes plus tard avec cette énergie d'homme qui est toujours en mouvement et qui, cette fois, en entrant et en voyant le visage de son frère, se modéra visiblement. Il s'assit sans rien dire et attendit. « Nous allons perdre l'entreprise », dit Alexandre. Sébastien ne répondit pas immédiatement. C'était l'une de ses rares vertus constantes. Il ne disait pas de choses inutiles quand la situation exigeait d'écouter. « Nous n'allons pas la perdre d'un coup », continua Alexandre. « Ce sera plus lent, plus visible, une pause, plus honteux. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» Alexandre regarda son frère. Sur le visage de Sébastien, il y avait quelque chose qu'Alexandre ne se souvenait pas avoir vu auparavant avec autant de clarté. Une réelle inquiétude. Pas l'inquiétude superficielle de celui qui craint de perdre son confort, mais quelque chose de plus profond et de plus honnête, du genre qui apparaît lorsque les gens sont confrontés à des conséquences qu'ils n'avaient jamais calculées parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'elles pourraient arriver. « Il y a des choses que l'on peut faire », dit Alexandre. « Mais le problème de fond n'a pas de solution facile. Le problème de fond est que M. Honoré Lefebvre a décidé que nous étions la cible. Et tant que cela ne changera pas, tout ce que nous ferons, c'est colmater une barque qui prend déjà l'eau et il n'y a aucun moyen de lui parler ou de parvenir à un accord. »« J'y suis allé, » dit Alexandre. « Il n'y a rien qu'il veuille de nous, » dit-il sans détour. Une longue pause. Il a raison. Il n'y a rien que nous puissions lui offrir qui ait de la valeur pour lui. Le silence entre les 2 frères eut à ce moment-là une texture différente de tous les silences précédents. C'était le silence d'une compréhension partagée, inconfortable et définitive, qu'ils étaient arrivés à un point où les ressources habituelles, l'argent, les connexions, la négociation, le pouvoir du nom de famille ne suffisaient pas, qu'ils étaient face à quelque chose de plus grand qu'eux, et construit avec une solidité qui les laissait sans levier réel. Ce qu'aucun des 2 ne dit à voix haute, bien qu'ils y aient tous 2 pensé, c'est qu'il y avait une personne dont la médiation pourrait peu être changée quelque chose. Une personne qui avait accès à M. Honoré d'une manière qu'aucun avocat, aucun intermédiaire commercial, aucun appel d'aucun contact politique ne pourrait reproduire. Capucine. La semaine suivante fut la plus dure de l'histoire récente des industries Chevalier. L'action franchit la barre des 15% de chute. 2 des 3 partenaires du fonds activèrent leur clause de révision. Les banques convoquèrent des réunions urgentes. Les fournisseurs alternatifs d'acier confirmèrent des délais de livraison de 12 semaines minimum. Le courriel professionnel d'Alexandre se remplit de messages qu'il repoussait parce que toutes ces réponses exigeraient d'admettre quelque chose que son caractère résistait encore à admettre. Ce fut Madame Éléonore qui appela la première. Madame Éléonore Chevalier, 73 ans, matriarche de la famille. Femme de cette génération qui avait appris que le pouvoir féminin s'exerce depuis le salon de la maison et non depuis les conseils d'administration, et que cette conviction lui avait donné une influence réelle sur sa famille pendant des décennies, même si aucun document ne le enregistrait. Elle appela Alexandre un mercredi à 10 heures du matin, avec cette voix de dame qui ne demeure, mais constate. « Alexandre, il faut que tu viennes déjeuner aujourd'hui, nous serons Sébastien, toi et moi. » Le repas chez Madame Éléonore, dans le quartier des Brotteaux, fut l'une de ces expériences qui n'existent que dans les familles, où les hiérarchies sont anciennes et les silences éloquents. Ils mangèrent de la soupe de vermicelle et du rôti de bœuf dans la salle à manger, en acajou avec la vaisselle des jours spéciaux que Madame Éléonore utilisait aussi les jours de crise parce qu'elle considérait que les moments difficiles méritaient la même dignité que les moments de fête. Quand la domestique retira les assiettes et les laissa seuls avec le café, Madame Éléonore regarda ses 2 fils avec ce regard qu'elle avait perfectionné en 73 ans de vie, et dit « Vous devez parler à Capucine ». Alexandre posa la tasse sur la soucoupe. « Maman, ne m'interromps pas. Une pause. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce que tu lui as dit au tribunal. Une autre pause plus longue. Et je sais, parce que je ne suis pas sotte, même si parfois on me traite comme telle, que ce qui se passe avec l'entreprise a à voir avec elle, avec son père. » Sébastien regarda la table. « C'est la seule personne qui peut intervenir », continua Madame Éléonore. Et elle le fera ou ne le fera pas. Mais vous ne le saurez pas si vous n'allez pas lui demander. Lui demander, dit Alexandre d'une voix qui avait au bord quelque chose qui ressemblait à l'indignation, mais qui était en réalité de l'orgueil blessé. Nous demandons à Capucine de convaincre son père de nous laisser en paix. Vous demandez à Capucine de parler à son père, dit Madame Éléonore avec une fermeté tranquille.
Ce qu'elle décidera de faire de cette conversation est son affaire. Une pause. Et Alexandre, quand tu iras, tu t'excuseras. Non pas parce que ça t'arrange, mais parce que tu le dois. Le silence qui suivit fut le plus lourd de l'après-midi. 2 jours plus tard, Alexandre et Sébastien se présentèrent à l'appartement de la Croix-Rousse, où vivait Capucine. C'était un immeuble moderne de 10 étages dans le nord de Lyon, parfaitement respectable, bien en dessous des standards de vie que Capucine avait eus pendant le mariage. Alexandre avait été dans cet immeuble une fois, lorsque les avocats avaient coordonné la remise des clés, et l'avait regardé avec son regard d'évaluation qui classait tout en termes de valeur et de position sociale. Capucine les reçut, ouvrit la porte, les vit tous les deux dans le couloir, et ne dit rien pendant une seconde. Puis elle s'écarta. Entrez. L'appartement était petit et impeccablement rangé. Il y avait des plantes dans les coins, des livres sur des étagères en bois qu'elle avait elle-même assemblés, une table de travail avec des croquis de projets de design d'intérieur, une cafetière italienne sur le comptoir de la cuisine. C'était un espace qui sentait le café et le bois et qui avait, dans sa simplicité soignée, une dignité qu'Alexandre ressentit sans pouvoir la nommer. Ils s'assirent dans le petit salon. Capucine alla à la cuisine, revint avec 3 tasses de café et les posa sur la petite table, sans demander s'ils en voulaient. Alexandre parla le premier. Cela lui coûta. Chaque mot lui coûta avec la difficulté spécifique qu'ont les mots quand l'orgueil occupe depuis des années l'espace qui leur revient. « Capucine, dit-il, nous venons te demander de parler à ton père. » Capucine le regarda, puis regarda Sébastien, puis le regarda de nouveau. « Je sais, dit-elle. Tu le sais, mon père m'a appelé il y a 3 jours pour me raconter ce qu'il avait fait. » Une pause. Il ne m'a pas demandé la permission. Il ne m'a pas demandé si je voulais qu'il le fasse. Il m'a appelé pour me dire qu'il l'avait fait parce que c'était quelque chose qu'il sentait devoir faire et pour me demander pardon si cela me créait un problème. Alexandre traita cela pendant un moment. « Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit ?» Capucine tint sa tasse de café entre ses 2 mains. Elle regarda par la fenêtre où Lyon, depuis le 4e étage, paraissait plus petit et plus humain que depuis le 12e de la tour Pardieu. « Je lui ai dit que je ne lui avais pas demandé de le faire, répondit-elle, et que je n'allais pas non plus lui demander de le défaire. » Le silence qui suivit fut définitif à la manière dont certains silences sont définitifs, car il n'y a plus rien à ajouter qui change ce qui vient d'être dit. Sébastien regarda la table. Alexandre regarda Capucine avec une expression qui n'était plus celle de l'homme sûr de lui et condescendant du tribunal, ni celle de l'homme irrité et calculateur de la gala, mais quelque chose de plus nu et de plus petit que tout cela. L'expression de quelqu'un qui vient de comprendre avec une clarté qui arrive trop tard pour être utile, l'ampleur réelle de ce qu'il a fait avec cela. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» demanda Sébastien d'une voix plus basse que d'habitude. Capucine les regarda tous les deux un instant. « Parlez à des avocats, dit-elle finalement. Redressez l'entreprise, cherchez de nouveaux fournisseurs. » Une pause. Construisez quelque chose qui ne dépende pas de quelqu'un d'autre, qui ne veuille pas le détruire. C'était un conseil parfaitement pratique, parfaitement honnête, sans cruauté inutile. C'était aussi un adieu. Elle se leva, alla à la porte et l'ouvrit. Les 2 hommes se levèrent. Sébastien sortit le premier. Alexandre s'arrêta sur le seuil. Il la regarda, et pour la première fois en 8 ans qu'ils se connaissaient, à tous les événements, à tous les dîners, à tous les moments du mariage qui semblaient maintenant appartenir à une autre version de lui-même, il ne sut que dire. « Capucine, dit-il finalement. »« Alexandre, répondit-elle, sans colère et sans affection, juste son nom, juste la reconnaissance neutre qu'il existait. » Elle ferma la porte, resta seule dans son petit appartement bien rangé, avec ses plantes et ses livres, et ses croquis de design, et sa cafetière italienne. Elle s'assit dans le fauteuil, prit sa tasse de café, qui était déjà froid, et dehors Lyon restait le même. Les collines, la lumière, le bruit sourd de la ville qui ne s'arrête pas pour les drames de personne. L'héritage. Décembre arriva à Lyon avec cette lumière de fin d'année qui a quelque chose d'un bilan involontaire, comme si la qualité de la lumière elle-même rendait les choses plus claires que pendant les mois précédents. Plus nettes, plus honnêtes, moins disposées à soutenir des illusions que l'année avait défaites, une à une. Capucine rendait visite à son père à la clinique tous les mardis et jeudis, parfois aussi les samedis. Ce n'était pas, raclement de gorge, un accord formel. Ce n'était pas une obligation qu'aucun des deux n'avait présentée comme telle. C'était simplement arrivé ainsi, avec la naturalité légèrement maladroite des choses qui se construisent après une longue rupture et qui n'ont pas encore de nom propre, mais qui ont déjà un poids réel. Elle apportait du café de la cafétéria, située à 3 pâtés de maison de la clinique, car le café de la machine du couloir était, selon M. Honoré, de l'eau déguisée en ambition. Raclement de gorge. Elle apportait aussi parfois les croquis des projets de design sur lesquels elle travaillait, car elle avait découvert que son père,
qu'elle avait toujours imaginé intéressé exclusivement par les chiffres et les contrats et les structures de capital. Il regardait ses croquis avec une attention véritable et posait des questions qui démontraient qu'il comprenait plus d'espace et de proportions que son histoire d'entrepreneur ne le suggérait. « Ce projet ?» dit M. Honoré un mardi de la première semaine de décembre, en désignant un croquis de rénovation d'une maison du quai du Rhône que Capucine avait apporté cet après-midi-là. Pour qui? Une famille. Récemment arrivée de Paris, 3 enfants veulent un espace qui fonctionne à la fois pour le travail à domicile et la vie de famille. Une pause. C'est le plus grand projet que j'ai eu depuis que j'ai repris ce travail. Combien ça vaut? Capucine lui dit le chiffre. Monsieur Honoré acquiesça avec son expression d'évaluateur né, qui ne s'éteindrait probablement jamais même si on éteignait tout le reste. C'est peu, dit-il. C'est ce que vaut le projet, répondit Capucine sans se défendre. Je sais ce que vaut le projet. Je dis que tu vaux peu pour ce travail. Tu gagnes moins que tu ne devrais. Une pause. Ils le font toujours au début. Ensuite, ils apprennent que le marché paie ce qu'on lui apprend à payer. Capucine le regarda un instant. Puis, malgré tout, elle sourit. Maintenant, tu vas me donner des leçons de commerce. J'ai toujours été ton meilleur professeur, dit Monsieur Honoré. Le problème, c'est qu'aucun de nous deux n'a su en profiter à temps. C'était ce genre de conversation qu'ils avaient. Direct, avec un humour sec, avec les bords encore un peu rugueux de 2 personnes qui se redécouvrent et qui ont trop de caractère chacune pour faire semblant que le processus est plus facile qu'il ne l'est. Mais sous l'aspérité, il y avait quelque chose que Capucine sentait de plus en plus clairement, une connexion réelle. Non pas la connexion idéalisée des réconciliations de films, mais quelque chose de plus compliqué et de plus vrai, du genre qui surgit entre des personnes qui se ressemblent trop pour pouvoir s'ignorer et qui ont appris, à force d'années et d'erreurs, que la ressemblance était le problème et aussi la solution. Le traitement de Monsieur Honoré avançait, ne s'améliorait pas. Le cancer du pancréas de stade 3 n'a pas ce genre d'arc narratif net, mais il ne s'aggravait pas non plus avec la rapidité que les médecins avaient initialement redoutée. L'oncologue en charge, un homme à la voix calme et au vocabulaire précis, appelé docteur. Moreau parla de réponses raisonnables au traitement et de fenêtres de stabilisation avec cette mesure médicale qui en dit beaucoup sans s'engager sur quoi que ce soit de définitif. Monsieur Honoré écoutait ces rapports avec la même attention qu'il avait écouté des rapports d'affaires toute sa vie, cherchant l'information réelle sous le langage, mesurant ce qui était dit par rapport à ce qui n'était pas dit. C'était un mercredi à la mi-décembre quand Monsieur Honoré demanda à Marc de convoquer une réunion différente, non pas avec les directeurs du groupe Lefebvre, non pas avec le docteur Moreau, ni avec l'avocat d'entreprise, mais seulement avec 2 personnes, son avocat patrimonial, maître Henri Dubois, qui gérait les affaires personnelles de Monsieur Honoré depuis 30 ans, avec une discrétion si absolue que beaucoup de gens au sein même du groupe Lefebvre ne connaissaient pas son existence. Et Capucine. Capucine arriva à la clinique ce mercredi sans savoir exactement à quoi s'attendre. Marc l'avait appelé pour lui demander de venir avec sa manière de communiquer l'information sans révéler le contexte. Elle trouva son père dans le fauteuil comme toujours, mais avec le petit bureau tiré au centre de la pièce et maître Henri Dubois assis en face de lui. Un homme d'environ 65 ans, en costume gris, avec l'expression de celui qui a été dans suffisamment de chambres d'hôpital au cours de sa carrière pour avoir développé une tranquillité spécifique face à la combinaison de la richesse et de la maladie. « Assieds-toi », raclement de gorge, lui dit Monsieur Honoré. Capucine s'assit, regarda maître Dubois puis son père. « Que se passe-t-il ? Nous allons parler de l'avenir, dit Monsieur Honoré. Ce qui suivit fut une conversation de près de 2 heures que Capucine avait vaguement imaginée comme une possibilité à un moment donné au cours des dernières semaines, mais qui, maintenant qu'elle avait lieu, s'avéra être simultanément plus simple et plus accablante qu'elle ne l'avait calculé. Maître Dubois présenta les documents avec cette efficacité professionnelle de celui qui a eu beaucoup de ces conversations et sait que la clarté est dans ces contextes la seule forme authentique de respect. Il expliqua la structure patrimoniale du groupe Lefebvre avec ses 43 entreprises, ses holdings en France et à l'étranger, ses biens immobiliers, ses investissements financiers, ses fondations caritatives. Il expliqua le plan de succession que Monsieur Honoré avait conçu et que Maître Dubois avait structuré juridiquement au cours des 4 derniers mois depuis le diagnostic. L'héritière universelle était Capucine, non pas une partie du patrimoine, non pas une portion généreuse mais limitée, mais tout. Les 87% des actions de contrôle de groupe Lefebvre Holding, que M. Honoré détenait en son nom, passeraient par le biais d'un trust irrévocable déjà constitué au nom de Capucine Lambert Moreau au moment du décès de son père, Yue. Alternativement, au moment où M. Honoré déciderait de rendre le transfert effectif de son vivant, ce que le plan prévoyait également. Capucine écouta tout cela, les mains sur les genoux
et une expression que Maître Dubois, en 30 ans d'expérience avec des familles fortunées, classa mentalement comme exceptionnellement sereine pour le contexte. Quand Maître Dubois eut fini, il y eut un silence. « Papa, » dit Capucine finalement. « Qu'est-ce que c'est ? Je cherche le mot énorme. »« Je sais, » dit Monsieur Honoré, « je n'en ai pas besoin. »« Je le sais aussi, » dit Monsieur Honoré avec une patience nouvelle chez lui, que Capucine avait découverte ces dernières semaines et qu'elle soupçonnait la maladie d'avoir quelque chose à voir avec son apparition. Mais cela ne change rien. Le groupe Lefebvre, c'est moi qui l'ai construit. Il appartient à ma famille. Tu es ma famille. Il n'y a personne d'autre. Il y a des directeurs, il y a des employés, il y a une fille, l'interrompit Monsieur Honoré. Et le reste, ce sont des personnes qui travaillent pour l'entreprise. Ce n'est pas la même chose. Capucine le regarda un instant sur le visage de son père, dans ses yeux sombres que le temps n'avait pas touchés, dans les mains grandes et noueuses qui reposaient sur le bureau, dans la posture toujours droite d'un homme qui refusait de céder de l'espace. Même si le corps ne répondait plus toujours comme « avant », elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas cherché consciemment, mais qu'elle reconnut, l'expression d'un homme qui a atteint un point de sa vie où il n'a plus le temps de faire les choses indirectement. « Sais-tu ce que cela signifie ?» dit Capucine. « Gérer tout cela, les entreprises, les directeurs, les décisions. Je le sais parfaitement, dit Monsieur Honoré, et je sais que toi aussi tu le peux. Une pause. Non pas parce que tu es ma fille, mais parce que je te connais. J'ai mis trop de temps à le reconnaître, mais je te connais. » Capucine regarda par la fenêtre. Les figuiers du jardin cet après-midi de décembre portaient des fruits, petits, ronds, d'un orange si saturé qu'il semblait peint. Elle les avait ignorés toutes les fois précédentes où elle était venue dans cette pièce. Maintenant, elle les voyait. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne pas attendre ?» Monsieur Honoré tarda à répondre. Ce fut une pause qui contenait le poids spécifique des choses que les hommes orgueilleux ne disent pas avant de n'avoir plus d'autre choix que de les dire. « Parce que j'ai trop attendu, » dit-il finalement, avec tout. « J'ai trop attendu pour t'appeler. » Raclement de gorge. « J'ai trop attendu pour te demander pardon. J'ai trop attendu pour te dire ce que tu valais quand je pouvais encore te protéger de personnes qui ne le savaient pas. » Une pause plus longue. Je n'ai plus le temps de continuer à attendre le bon moment. Maître Dubois regarda discrètement ses documents avec cette habileté qu'il avait à devenir invisible lorsque la conversation passait du plan légal au plan humain. Capucine ne répondit pas immédiatement. Elle sentit quelque chose dans sa poitrine qui était compliqué à nommer, car c'était plusieurs choses à la fois. De la gratitude et de la tristesse et quelque chose qui ressemblait à de la douleur, mais qui n'était pas exactement de la douleur, mais plutôt la conscience aiguë du temps qui ne revient pas. Des années passées en silence des deux côtés, de tout ce qui aurait pu être, différent si tous deux avaient été moins ce qu'ils étaient, moins orgueilleux, moins sûrs d'avoir raison, moins semblables l'un à l'autre dans exactement les aspects qui les avaient tenus séparés. « Papa, » dit Capucine, « je dois te dire quelque chose. » Monsieur Honoré l'attendit. « Ce que tu as fait avec Alexandre, » elle marqua une pause. « Je ne te l'ai pas demandé. Je sais, et je ne suis pas sûr que ce soit bien de l'avoir fait. » Monsieur Honoré la regarda un instant avec ce regard direct. « J'en suis sûr, » dit-il. « Tu es toujours sûr de tout. »« Presque tout, » répondit Monsieur Honoré. « De certaines erreurs, je n'étais pas sûr avant qu'il ne soit trop tard pour les réparer. » Une pause. « Mais de ça, oui. Un homme qui dit à ma fille que sans son nom de famille, elle n'est personne mérite d'apprendre ce que cette déclaration lui coûte. Je ne le regrette pas. » Capucine le regarda un instant de plus. Puis elle acquiesça, non pas en signe d'approbation exacte, mais en signe de compréhension, qu'elle comprenait d'où venait cette décision, quel genre d'amour, compliqué, tardif, exprimé dans le seul langage que cet homme avait appris à parler pendant 81 ans de vie, l'avait motivé. « Je veux que tu saches, » dit Monsieur Honoré d'une voix qui baissa un peu, qui perdit un peu de la dureté du béton et gagna quelque chose de différent, « que les années où je n'ai pas appelé ont été les plus difficiles de ma vie, non pas parce que les affaires allaient mal, mais parce que chaque nuit, avant de dormir, je pensais que j'avais une fille quelque part dans cette ville, et que je choisissais l'orgueil au lieu de l'appeler. » Capucine le regarda. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? » « Parce que si je ne te le dis pas maintenant, » répondit Monsieur Honoré, « je ne sais pas quand j'aurai une autre occasion. » Ce fut la première fois en toutes les années que Capucine pouvait se souvenir que son père utilisait ce genre de mots, non pas comme déclaration de vulnérabilité stratégique, non pas comme ouverture de négociation, mais comme ce qu'ils étaient, une vérité simple, dit à-t-on, avec tout ce que cela lui coûtait de la dire. Capucine se leva du fauteuil où elle était assise, marcha jusqu'à son père, s'agenouilla à côté du fauteuil. Non de manière théâtrale, mais avec la naturalité de celle qui a besoin d'être à la même hauteur qu'une autre personne pour lui dire ce qu'elle a à dire. Et elle posa sa main sur la grande main noueuse de son père. Monsieur Honoré la regarda. Dans ses yeux sombres, ses yeux que le temps n'avait pas touchés, il y avait quelque chose que Capucine n'y avait jamais vu. Une humidité, pas des larmes,
Exactement. Cet état antérieur aux larmes qu'ont les yeux des personnes qui ont appris très tôt que pleurer était un luxe qu'elles ne pouvaient pas se permettre et qu'elles n'ont jamais complètement désappris. « Moi aussi », dit Capucine à voix très basse. 2 mots, mais les 2 mots juste prononcés au bon moment avec sa main sur la sienne, dans une pièce qui sentait les lys et le café, et les figuiers du jardin qui portaient des fruits d'un orange si saturé qu'il semblait peint. Maître Dubois, avec sa discrétion de 30 ans, ferma son dossier, se leva en silence et sortit dans le couloir. Il les laissa seuls, le père et la fille, le temps qui était passé et celui qui restait encore. Et devant la fenêtre, les figuiers du jardin de la clinique Saint-Jean, immobiles et pleins de fruits sous la lumière de décembre. Le dernier chapitre. Janvier arriva à Lyon avec un froid sec et clair qui rendait les Alpes plus définies que jamais, comme si l'hiver en avait nettoyé le contour avec une précision de rasoir. C'était le genre de froid qui ne paralyse pas, mais qui éveille, qui met les choses en alerte, qui donne à l'air un goût particulier, propre, sans fausses promesses, honnête comme le sont les commencements quand on ne les décore pas trop. Le premier lundi de janvier à 9 du matin, Capucine Lambert-Moreau entra pour la première fois dans le bâtiment corporatif du groupe Lefebvre. Non pas en visite, non pas comme la fille du fondateur faisant une visite sentimentale. Elle entra avec le dossier de documents que Maître Dubois avait préparé au cours des 3 dernières semaines. Les pouvoirs notariés, les procès-verbaux d'assemblée, les registres de la cession d'actions que M. Honoré avait décidé de rendre effective avant la fin de l'année, tant qu'il pouvait encore la faire lui-même de ses propres mains, sans la laisser pour un moment qu'il ne pourrait plus contrôler. Le bâtiment corporatif du groupe Lefebvre était situé dans une zone d'affaires discrète d'Écully, une construction en pierre grise et vert qui ne prétendait pas impressionner de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, avait cette solidité spécifique des lieux construits pour durer, non pour paraître. Raclement de gorge, Marc Delacroix l'attendait à la réception. Il la salua avec l'efficacité affectueuse qu'il avait développée en 15 ans de travail pour son père et que Capucine devinait allait être, dans les prochains mois, l'un de ses atouts les plus précieux. « Bonjour, mademoiselle Lambert », dit Marc. « Bonjour, Marc. » Une pause. « Tu peux m'appeler Capucine. » Marc acquiesça. Il ne dit ni oui ni non. C'était un homme qui savait que certaines instructions s'assimilent et s'appliquent sans qu'il soit nécessaire de les confirmer verbalement. La réunion avec les directeurs du groupe était prévue pour 10 heures. Capucine avait 1 heure. Elle l'utilisa pour se promener dans le bâtiment avec Marc, qui la guida avec son efficacité narrative, des données précises, un contexte juste, sans excès, pour chaque zone, chaque division, chaque espace qui, depuis 58 ans, était le cœur de ce que son père avait construit. C'était accablant. Il aurait été malhonnête de dire autre chose. C'était le genre d'accablement qui a moins à voir avec la peur qu'avec la compréhension soudaine de l'échelle des choses. Combien de personnes dépendaient de cet immeuble et de ce qui s'y décidait? Combien de familles? Combien de chaînes de conséquences? C'était une responsabilité d'une taille qui ne se calibre pas dans l'abstrait, mais qui ne se ressent que lorsque l'on est debout au centre physique de celle-ci. Capucine la sentit et ne la rejeta pas. La réunion avec les directeurs fut, comme elle s'y attendait, un équilibre délicat entre le nouveau et l'établi. Il y avait 12 personnes autour de la table de réunion, des hommes et des femmes âgés de 40 à 60 ans, tous avec des années d'expérience au sein du groupe, tous avec le mélange compréhensible de loyauté envers le fondateur, d'incertitude face à ce qui allait arriver, et de l'inévitable évaluation de qui était cette femme qui détenait maintenant les 87%. Capucine n'arriva pas avec un discours préparé. Elle arriva avec des questions. Elle posa des questions sur les projets en cours, sur les priorités de l'année, sur les contrats les plus délicats, sur les marchés où le groupe était présent et ceux qu'il n'avait pas encore explorés. Elle posa des questions avec l'attention de quelqu'un qui écoute réellement, sans l'urgence de montrer qu'elle sait déjà, sans l'insécurité de quelqu'un qui a besoin d'impressionner. Elle prit des notes. Quand elle ne comprit pas quelque chose, elle le dit. Quand on lui donna une information qui contredisait quelque chose qu'elle avait révisé dans les documents précédents, elle le signala avec précision et sans agressivité. À la fin de la réunion, le directeur des opérations, un homme appelé Delorme, qui était dans le groupe depuis 22 ans et qui avait la réputation d'être le plus difficile à convaincre, dit à Marc, à voix basse en sortant. « C'est sa fille, sans aucun doute. » Marc ne répondit pas, mais ne le contredit pas non plus. Monsieur Honoré ne fut pas à cette réunion. Il était à la clinique comme la plupart des jours de ce mois de janvier, suivant le traitement avec la discipline d'un homme qui avait décidé d'utiliser le temps qui lui restait avec la même efficacité qu'il avait utilisé pour tout le reste. Mais cet après-midi-là, quand Capucine vint le voir avec le café de la cafétéria d'à côté, elle lui raconta tout. La réunion, les directeurs, les questions qu'elle avait posées et celles qu'elle avait encore en suspens. Monsieur Honoré l'écouta les yeux fermés. Capucine, qui le connaissait déjà suffisamment bien pour savoir que les yeux fermés
ne signifiait pas qu'il ne prêtait pas attention, mais tout le contraire, continua à parler. Quand elle eut fini, M. Honoré ouvrit les yeux. « Et Delorme » demanda-t-il. « Difficile, dit Capucine, mais honnête. Je crois que je peux travailler avec lui. C'est le meilleur que tu aies, dit M. Honoré. Ne le perds pas. Je ne le perdrai pas. » M. Honoré acquiesça une fois, et dans cet acquiescement, il y avait quelque chose que Capucine reconnut parce que c'était nouveau. Ce n'était pas l'assentiment de celui qui approuve, c'était l'assentiment de celui qui fait confiance. C'étaient deux choses complètement différentes. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Alexandre Chevalier traversait les conséquences de ce que novembre et décembre avaient laissé. Les industries Chevalier ne s'étaient pas effondrées. C'était une entreprise avec suffisamment d'histoire pour ne pas s'effondrer d'un trimestre difficile, mais elle avait subi une contraction significative. La vente de l'usine de Saint, Étienne pour générer des liquidités, la renégociation de la dette avec 3 banques, le départ de 2 des partenaires du fonds d'investissement, avec des conditions qui leur avaient été plus favorables qu'à Alexandre. L'entreprise survivait, mais elle avait rétréci. Et Alexandre, qui avait construit son identité sur l'expansion permanente de ce qu'il possédait, découvrit que le rétrécissement a une saveur spécifique qui ne ressemble à rien de ce qu'il avait connu auparavant. Isabelle Fournier, la femme à la robe rouge du gala, avait disparu du paysage avec l'efficacité silencieuse avec laquelle disparaissent certaines personnes lorsque les circonstances qui les avaient attirées changent de direction. Il n'y eut pas de drame, pas de scène. Simplement un jour les appels furent plus courts, puis moins nombreux, puis il n'y en eut plus. Alexandre le traita seul dans son nouvel appartement, plus petit que la maison d'Écully, car la maison d'Écully était en cours de vente pour contribuer aux liquidités, avec cette solitude spécifique des hommes qui ont construit leur monde autour du pouvoir qu'ils exercent sur les autres et qui découvrent, lorsque ce pouvoir diminue, qu'ils ne savent pas exactement ce qui reste en dessous. La dernière carte arriva en février. Alexandre se présenta au siège du groupe Lefebvre un mardi à 11h sans rendez-vous. Il dit à la réceptionniste qu'il avait besoin de voir Capucine Lambert. La réceptionniste le fit attendre avec une parfaite courtoisie pendant 15 minutes. Au bout de ce temps, Marc sortit dans le hall avec son expression d'efficacité aimable. « Mademoiselle Lambert a un emploi du temps complet ce matin, » dit Marc. « Puis-je lui fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine, si vous m'indiquez le motif de la réunion ?»« Le motif, dit Alexandre, est personnel. Je comprends, dit Marc. Voulez-vous laisser un message ?» Alexandre le regarda un instant. Il regarda le hall du groupe Lefebvre avec sa pierre grise et sa solidité discrète, la plaque de bronze près de l'ascenseur qui disait « Groupe Lefebvre ». Fondé en 1966. Il regarda la réceptionniste qui tapait sur son ordinateur avec l'indifférence entraînée de celle qui n'enregistre pas ce qui ne la concerne pas. Il regarda Marc, qui l'attendait avec une patience qui n'était pas condescendante, mais simplement infinie. Et alors, Capucine apparut dans le hall. Elle venait de l'ascenseur, un dossier sous le bras et le téléphone à la main, parlant à quelqu'un à qui elle disait que la réunion de 14h était confirmée. Elle vit Alexandre quand elle avait déjà fait plusieurs pas dans le hall, et n'hésita pas, ne changea pas d'allure. Elle termina sa phrase au téléphone. « Oui, à 14h, parfait. » Et elle raccrocha. Elle le regarda. Alexandre la regarda. Elle portait un tailleur bleu marine, les cheveux attachés, de petites boucles d'oreilles en or. Elle était exactement comme toujours et complètement différente. Il y avait dans sa posture quelque chose qui n'était ni la robe ni la coiffure, mais quelque chose de plus intérieur et de plus permanent, quelque chose qui se construit quand une personne occupe la place qui lui revient et le fait de l'intérieur et non par la permission de quiconque. Alexandre dit avec la même neutralité que le jour de l'appartement de la Croix-Rousse. Capucine fit une pause. Il était visible qu'elle avait préparé quelque chose à dire et que maintenant, devant elle, dans ce hall, les mots avaient un poids différent de celui qu'ils avaient eu quand elle les avait pensés. « J'ai besoin de te parler. » « De quoi ?»« De l'entreprise. » D'une possible collaboration. Nous avons des lignes de fabrication qui pourraient compléter. Il s'arrêta, regarda le sol un instant, puis fit quelque chose qui fut être le plus difficile qu'il ait fait depuis longtemps. Il cessa de parler le langage des affaires. « Capucine, je viens te demander de m'écouter. » Capucine l'étudia un instant. Sur son visage, il n'y avait pas de triomphe, pas de satisfaction. Aucun des sentiments que les histoires de vengeance mettent habituellement à ce moment-là. Parce que les histoires de vengeance ne comprennent pas toujours que la vie réelle a des émotions plus compliquées et plus honnêtes que le triomphe. Il y avait, en revanche, l'expression d'une femme qui était parvenue à une clarté quant à ce qu'elle possédait, ce qu'elle voulait, et ce qu'elle ne voulait pas occuper de son temps et de son attention. « Marc » dit Capucine sans quitter Alexandre des yeux. « Oui » répondit Marc depuis sa position discrète près de l'ascenseur. « J'ai quelque chose avant 14h. » Elle a un appel avec le directeur d'acier du Nord à 13h30, dit Marc. Et Maître Dubois
Attends la signature des documents de la filiale de Franche-Comté à un moment donné dans la matinée. Parfait. Capucine regarda Alexandre. J'ai jusqu'à Trizet. Viens. Et elle marcha vers la petite salle de réunion qu'il y avait à côté du hall, celle qu'ils utilisaient pour les visiteurs qui n'allaient pas jusqu'aux salles de l'étage exécutif. Alexandre la suivit. La conversation dura 45 minutes. Capucine écouta, posa des questions, prit des notes dans un petit carnet avec la même attention qu'elle avait prise des notes lors de la réunion avec les directeurs du groupe. À la fin, elle dit qu'elle allait l'évaluer, que si quelque chose était viable, elle le transmettrait à l'équipe correspondante, qu'ils disent à leur service commercial d'envoyer la proposition formelle par les canaux habituels. Rien de plus, rien de moins. Alexandre quitta le bâtiment du groupe Lefebvre à 12h15. Il monta dans sa voiture, le chauffeur, le même que d'habitude, qui le conduisait depuis 8 ans, et qui, en 8 ans, avait appris à lire les silences de son patron avec plus de précision que de nombreux collaborateurs directs. Il le regarda par le rétroviseur et ne posa aucune question. Il démarra la voiture et Alexandre Chevalier, en route vers son bureau à la Tour Pardieu, eut pour la première fois depuis longtemps la sensation nette et peu confortable d'avoir été dans une pièce avec quelqu'un de plus grand que lui, non pas en termes d'argent ni de pouvoir, bien qu'en ces termes aussi, mais dans le sens le plus fondamental et le plus difficile à ignorer. Quelqu'un qui occupait son espace de l'intérieur et qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour, raclement de gorge, le justifier. C'était la sensation que Capucine avait dû ressentir de nombreuses fois pendant le mariage, en voyant comment il essayait de la rabaisser. Seulement il l'avait remarqué tard, trop tard. Ce même après-midi, à 17, Capucine se rendit à la clinique avec le café habituel. Monsieur Honoré était dans le fauteuil. Il avait la couleur d'une bonne journée. Le traitement avait ses rythmes irréguliers. Des jours avec plus d'énergie alternant avec des jours avec moins. Et il avait lu un rapport financier qu'il avait sur les genoux, mais qu'il avait fermé en entendant des pas dans le couloir. Capucine entra, posa le café sur la petite table, s'assit en face de lui. « Alexandre est venu aujourd'hui, dit-elle. »« Je sais, dit monsieur Honoré. Marc l'avait informé de tout ce qui se passait dans le bâtiment. Je lui ai dit d'envoyer la proposition par les canaux officiels. » Monsieur Honoré la regarda. « Et tu vas la revoir ?» Capucine réfléchit une seconde. « Si ça a un sens commercial, oui, dit-elle. Si ça n'en a pas, non. » Une pause. « Je ne ferai pas d'affaire avec lui pour le punir, ni je n'arrêterai d'en faire pour le punir non plus. Je ferai ce qui a du sens pour le groupe. » Monsieur Honoré acquiesça. Cette fois, l'acquiescement fut plus lent, plus délibéré. Il contenait quelque chose qui, chez un autre homme, aurait pu s'appeler de l'orgueil, mais qui, chez monsieur Honoré, était quelque chose de légèrement différent, la reconnaissance spécifique de celui qui voit chez une autre personne la version améliorée de ce qu'il avait lui-même tenté d'être. « Bien », dit monsieur Honoré Lefebvre. C'était la 3e fois qu'il utilisait ce mot dans ce contexte, et c'était, comme les 2 précédentes, plus qu'un commentaire, c'était une déclaration. Capucine prit son café, monsieur Honoré prit le sien. Dehors, le jardin de la clinique Saint-Jean avait les figuiers pleins de fruits et le banc en fer forgé que personne n'utilisait, et le ciel de janvier au-dessus des Alpes, si bleu et si clair qu'il semblait peint. Ils parlèrent pendant 1 heure des directeurs, des projets de l'année, d'une décision que Capucine voulait prendre concernant la division logistique, et qu'elle voulait savoir si monsieur Honoré avait envisagé à un moment donné. Monsieur Honoré l'écouta, posa des questions, donna son avis quand elle le demanda, et ne le donna pas quand elle ne le demanda pas, ce qui était une distinction nouvelle chez lui, et que Capucine remarqua et apprécia sans le dire. Alors que l'après-midi s'assombrissait vers ce bleu profond de janvier qui arrive tôt à Lyon, Capucine se leva pour prendre congé. Monsieur Honoré la regarda depuis le fauteuil. « Capucine, dit-il, quoi, tu vas bien ?» C'était une petite question, 3 mots du genre que les hommes comme monsieur Honoré formulent rarement parce qu'ils savent rarement comment le faire, sans que cela sonne comme quelque chose d'autre. Mais il l'a dit avec cette voix qui avait maintenant la fêlure permanente et que Capucine avait appris à écouter non pas comme une faiblesse, mais comme ce qu'elle était. La voix d'un homme qui avait décidé qu'il lui restait trop peu de temps pour continuer à garder les questions importantes. Capucine le regarda un instant. Elle pensa au tribunal d'octobre, au stylo noir sur le papier blanc. Elle pensa à l'appartement de la Croix-Rousse, à ses plantes et à ses croquis. Elle pensa au hall du groupe Lefebvre ce matin-là, avec le dossier sous le bras et le téléphone à la main, et Alexandre Chevalier la regardant de l'autre côté du hall comme quelque chose qu'il ne parvenait plus à comprendre complètement. Elle pensa à son père dans ce fauteuil, avec ses yeux sombres que le temps n'avait pas touchés, lui demandant si elle allait bien. « Oui, dit Capucine, et c'était vrai. Non pas la vérité de celui qui dit qu'il va bien parce que c'est ce qu'on dit,
mais la vérité plus compliquée et plus solide de celui qui est arrivé, après un long chemin pas toujours propre, à un endroit qu'il reconnaît comme le sien. « Bien », dit M. Honoré et Capucine Lambert Moreau, sortit de la chambre 214 de la clinique Saint-Jean. Elle descendit les escaliers moquettés gris clair, traversa le hall avec ses lits éternels et poussa la porte vers la nuit de janvier, qui sentait le froid et la terre et quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui commençait déjà. Ce qui restait derrière était ce qui avait été. Ce qui l'attendait n'avait pas encore de forme définie, mais c'était à elle, tout à elle. Et cela, Capucine le découvrit en marchant vers sa voiture sous le ciel sombre de Lyon avec les Alpes en arrière-plan comme toujours, était exactement suffisant. Fin.